Alors, Madame Boudjala, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne. Alors, je voulais vous recevoir aujourd'hui pour parler de vos livres, pour parler de votre engagement militant et évidemment pour parler de vous. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, même si vous êtes très connu comme une figure militante, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Merci à vous pour votre invitation. Alors, je m'appelle Fatia Boudjala. J'ai pris aussi le nom de ma mère à Gag pour lui rendre hommage. Je suis actuellement principale adjointe dans un territoire rural extrêmement paupérisé, plein de misère, mais la misère qui intéresse pas trop les médias. Pendant 18 ans, j'ai été enseignante à Marseille et à Toulouse. J'ai été aussi assesseure au tribunal pour enfants, j'ai été chroniqueuse et j'ai rédigé des essais. Et je suis devenue, par nécessité, on va dire, militante, à la fois patriote, j'ai pas honte de dire le mot, hein. J'ai un profond amour pour ce pays et pour la République, et aussi pour le féminisme, mais le féminisme qui ne s'adapte pas à la couleur de peau ou à la religion, le féminisme universaliste. Et pour ce faire, je suis devenue une ardente défenseuse de la laïcité. D'accord. Alors effectivement, je vais présenter vos essais parce que je vais mettre des liens en description pour ceux qui voudraient les acheter et les lire. Je conseille ces livres. J'en ai fait 3 recensions. Je mettrai également les liens. Donc c'était Le Grand Détournement en 2017. Ensuite, on avait Combattre le voilement qui lui est sorti en 2019. Et puis plus récemment, Il est tombé. On a Les Nostalgériades qui est sorti en 2023, qui est un livre, qui est un essai comme les deux autres, mais peut-être un peu plus personnel. Et personnellement, c'est mon préféré des trois, quoique chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors, première question, donc on va parler, on va essayer de travailler sur les livres d'une manière chronologique, c'est pour ça que je les ai présentés. Je vais vous poser quelques questions sur chacun des livres. Donc, dans le premier livre, en fait, vous vous attaquez quand même assez frontalement à une partie de la gauche. Vous parlez de grands détournements, des valeurs progressistes et tous ces grands mots qu'utilisent les progressistes et qui finalement sont détournés de leur véritable signification, en fait. Et donc, quels sont ces grands principes, sans forcément tous les faire, mais les plus grands principes qui ont été détournés par une partie de la gauche qui les a travestis pour des raisons que vous allez peut-être nous expliquer. Et quand je parlais du grand détournement, c'était par rapport à des concepts comme celui de la tolérance. Voilà. Je crois que c'est Claudel qui disait la tolérance, il y a des maisons pour ça. Voilà, il fallait qu'on tolère. J'ai toujours détesté ce mot parce que soit vous respectez, soit vous dénigrez en fait. Tolérer, ça veut dire que vous jugez un acte, une pratique euh, inacceptable, peu appropriée, inférieure à ce que vous-même vous faites, mais comme ça vous concerne pas, comme c'est pas dans votre jardin, comme ce fameux principe de sinistralité, tant que ça me touche pas, j'en ai rien à faire, vous l'acceptez pour les autres. Et là déjà, je me disais en termes de gauche, la gauche, c'est l'émancipation individuelle et collective. Il y a forcément une solidarité de se dire tiens, on va être dans un système à double vitesse. Voilà, moi, l'excision, j'en veux pas pour moi. Moi, le mariage forcé, j'en veux pas pour moi. Moi, le voilement, j'en veux pas pour moi. Moi, la prostitution, j'en veux pas pour moi. Moi, la GPA, j'en veux pas pour moi, ou mes filles, ou mes sœurs. Mais par contre, pour les autres, je vais tolérer. Voilà. Et en plus, il y a cette arrogance qui consiste à dire, moi, je suis sur mon point de surplomb. C'est pas digne de moi, mais j'en veux bien pour les autres. Donc ça a été vraiment ça. La tolérance, c'est la première chose qui m'a fait réfléchir. Puis en déroulant le fil, c'était la dignité. C'est quoi la dignité? Parce qu'un autre concept profondément détourné, c'est celui de liberté. La liberté a été réduite à simplement une puissance d'agir. Tiens, j'ai envie de me prostituer, tiens, j'ai envie de vendre mon corps, de louer mon utérus. Voilà. Ça ne peut pas être ça la liberté dans une société, euh, dans une nation ou même dans n'importe quel corps social. La liberté doit avoir un contenu éthique. Elle ne doit pas être préjudiciable pour des personnes plus vulnérables. Donc moi, je combats la prostitution parce que je suis cohérente. Je ne veux pas me prostituer. Je ne voudrais pas que mes nièces se prostituent. Je ne voudrais pas que ma mère se prostitue. Voilà. Mais au nom de la liberté, on a utilisé ce concept absolument fumeux et qui a été détourné même par les islamistes, hein, par les sociétés capitalistes, mais aussi les islamistes. C'est celui de mon corps, mon choix. Donc, c'est mon corps,
j'en suis le propriétaire, j'en fais ce que j'en veux, et tant pis pour les autres. Donc, mon corps, mon choix, je peux me prostituer, mon corps, mon choix, l'euthanasie. Voilà, la puissance d'agir, c'est à la fois l'hubris et de se dire, voilà, j'ai envie, je le fais. C'est le nombrilisme qu'il y a actuellement où on est incapable de prendre de la distance et surtout de se dire, comment le droit que je défends va se traduire pour les gens plus vulnérables. Parce que moi, j'ai pas besoin de me prostituer, j'ai un travail. Mais je vais permettre, je suis une abolitionniste, moi, mais je vais permettre que d'autres se prostituent parce que eux n'ont pas le choix. Voilà. Et donc, je dénonçais des échanges que j'ai eus avec un réalisateur de documentaire et avec une prof de l'école des hautes études en sciences sociales qui me disait qu'en fait, c'était plus dégradant de faire le ménage et de nettoyer des WC que de se prostituer. Voilà. Et la seule chose qui les a fait réagir, par exemple, le réalisateur de documentaire bien à gauche, il m'a dit qu'il avait 2 filles. Je lui ai dit, présente cette carrière à tes 2 filles, est-ce que ça te plairait? Non, c'est ça le principe de sinistralité. Donc, la tolérance, la liberté, moi, c'est le sens des Lumières, c'est Montesquieu, c'est pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. Montesquieu, d'ailleurs, j'ai Voilà. beaucoup aimé le passage où vous citez Montesquieu, justement, pour expliquer ce qu'est pour vous la liberté. C'était... C'est pas la licence. Et puis même Aragon, voilà, les communistes, c'est pas Ouais. des zinzins qui vont se promener cul nu. Aragon, il disait, la liberté est une chose sacrée, j'ai horreur de la licence. Et là, c'est vraiment cette idée de dire, tiens, et puis en plus, euh, ça masque la coercition. On vous fait croire, c'est l'ubérisation, en fait. Vous prostituez, c'est une liberté, c'est un empowerment. Ouais. Mais en fait, vous louez votre corps, vous permettez qu'on porte atteinte à votre intégrité psychologique, parce que il y a personne qui s'en sort bien, qui s'en sort indemne, à votre intégrité physique, pour en fait servir les intérêts capitalistes ou alors servir la logique capitaliste, servir les intérêts des hommes qui vous consomment. Donc c'est pareil pour la GPA en fait. On a fait entrer le corps des femmes dans le droit des affaires, dans le droit du commerce, dans le corps de la propriété. Mais avec l'ubérisation, on vous fait croire que c'est votre propre choix, alors qu'il y a toujours une pression économique qui en fait explique. Vous pouvez la surcompenser en faisant croire que c'est votre choix ou que c'est épanouissant. Vous avez même cette encore gauchiste qui est allée se prostituer volontairement dans un bordel en Allemagne, une autrice, parce qu'elle allait en écrire un livre. Voilà. Le but, on ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un. La dignité, c'est que votre corps ne peut pas être un objet transactionnel et on ne peut pas lui substituer une valeur d'échange. Or, avec l'obsession patriarcale pour la virginité, les femmes qui ne sont pas vierges ont moins de valeur sur l'échange marchand que le mariage avec la dot. La prostitution, on vous associe à une prestation. Et certains disent que c'est la loi contre la prostitution qui a mis en danger les femmes parce qu'elles doivent se cacher plus. Non, ce sont les hommes qui les mettent en danger parce qu'à partir du moment où ils les consomment, ils payent une prestation, c'est eux qui sont les propriétaires et ils veulent en avoir pour leur argent, ils n'ont plus de respect. C'est ça, la dignité doit être totale pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est souvent cet argument qui est décrit, y compris pour le voile. On inverse un peu les choses, c'est-à-dire on dit que finalement, par exemple pour l'histoire du voile, on dit que ce n'est pas la femme qui choisit de porter le voile, par exemple, qui se met elle-même en dehors de la société. Non, on dit que c'est l'interdit du voile qui l'exclut elle. On fait des renversements comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Brian Berry, qui est un spécialiste du multiculturalisme, pour le dénoncer, hein, pas pour le Ouais. défendre, et qui expliquait, et c'était tout à fait juste, je le cite dans mon livre, si votre choix d'orthodoxie et d'orthopraxie vous prive d'opportunités économiques ou de loisirs ou de ce que vous voulez, c'est votre choix d'orthodoxie qu'il faut interroger et pas la société qu'il faut accuser. Et j'en suis aussi venu à me rendre compte qu'en fait, il peut y avoir des discriminations et toutes les discriminations ne sont pas illégitimes, mais elles ne sont pas illégales. Moi, si je suis assureur, je refuse d'assurer un Sikh au Canada, puisque les Sikhs ont obtenu le droit de ne pas enlever leur turban et de ne pas porter de casque à moto. Donc, s'il se blesse, il se répand la cervelle, il va me coûter très, très cher. Pareil pour les chantiers. Pareil pour quelqu'un de juif qui me dira si j'ai un restaurant qui veut pas bosser le samedi, alors que c'est le jour où je fais mon plus gros chiffre d'affaires. Voilà. Donc, la personne qui se voile, c'est son choix. C'est son choix. On peut choisir de s'aliéner. On peut choisir de s'aliéner. Qu'on l'assume. En France, c'est très rare d'imposer ceci. Bien sûr, on peut réfléchir. Le livre de Vanessa Spangora vraiment est un livre essentiel.
qui a vraiment fait évoluer normalement certaines mentalités, c'est que le consentement, il peut se construire, il peut s'obtenir, et il n'y a pas besoin d'être dans la coercition physique pour ça. Voilà. La religion, c'est la plus grande entreprise d'emprise intellectuelle qui existe sur Terre et c'est la plus efficace. Ouais. Alors la manière dont vous vous décrivez de gauche, c'est une gauche dans laquelle je me reconnais, une gauche qui se réclame des Lumières, mais c'est une gauche aussi qui est assez absente dans le champ politique et qu'on ne voit plus en fait. C'est-à-dire que la gauche politique française s'est réfugiée dans les obsessions identitaires au lieu de défendre l'émancipation. Est-ce que vous situez le moment en fait où il y a eu ce basculement et où la gauche en fait a arrêté de s'occuper de l'émancipation des citoyens et s'est mis à avoir des considérations colorimétriques et peut-être à parfois opposer les gens aux couleurs différentes. Euh, J'aime bien quand vous dites, je crois que c'est dans les Nostalgériades, que la véritable diversité, c'est la diversité des opinions, la diversité des opinions philosophiques et politiques, et pas forcément la diversité des couleurs de peau. Parce que c'est vrai que très souvent sur des plateaux télé, notamment sur le service public ou même à la radio, on voit des gens qui ont effectivement des couleurs différentes, mais qui pensent tous pareil. Et comment ça se fait qu'on en est arrivé? C'est le propre de la religion. Donc, vous pourrez me montrer un converti asiatique, un converti blanc, un converti noir. En fait, avec la religion, ils tiendront tous le même discours. Avec cette hystérisation du débat politique, l'hyperconfectualité de la France insoumise, on est dans des phénomènes sectaires. Donc, ils sont interchangeables. Ils sont interchangeables. J'aime bien ce principe de Gide, même si j'aime pas Gide, il faut faire de soi un être irremplaçable. C'est-à-dire, vous arbitrez. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Votre idéologie n'est pas liée à votre couleur de peau, n'est pas liée, votre éthique n'est pas liée à votre héritage familial. Ce sont des arbitrages. Et ainsi, je redonne de la liberté aux gens et de la puissance d'agir, la vraie puissance d'agir. Parce que la puissance d'agir, c'est pas simplement être dans l'hyperconformité par rapport à la religion, parce qu'on nous aura fait du chantage à la pureté et au paradis. Alors, moi, je suis d'une gauche qui est ancrée dans le sol aussi, en fait. C'est pas simplement les Lumières, hein. Elle est ancrée dans le sol. Je suis militante, j'étais militante, j'ai même été candidate pour le parti MDC, Mouvement des citoyens fondé par Jean-Pierre Chevènement, et la devise de notre parti, c'était la gauche qui aime la France. Donc la gauche qui est ancrée. Et je me souviendrai toujours mon adorable chef local à Toulouse, qui est toujours militant, qui est patron d'entreprise. Et lui, il sait ce que c'est que la gauche. Il s'appelle Thierry Cotel, je le salue parce que j'ai une estime profonde pour lui. Il me racontait qu'il était revenu avec son fils de Tarbes et en approchant de Toulouse, son fils avait vu des usines et son fils lui avait dit que c'était beau. Et moi, je suis issu d'un territoire ouvrier, Peugeot. Voilà, j'ai vu la paupérisation. Donc, et puis ça aussi, c'était porté par le communisme, le travail qui en émancipe. On n'était plus dans le discours qu'on voit maintenant avec Mathieu Slama qui devient une caricature de lui-même en disant « Ah, mais en fait, c'est le droit à la paresse », sans avoir jamais compris que l'anarchisme, c'est un mouvement d'une exigence intellectuelle pour que ça tienne la route. Et puis les anards, CNTAIT, c'est les bouffeurs de curés, mais aussi d'imams, c'est les seuls à être cohérents. Il y a, je sais pas, les gens ne sont plus cohérents et ne sont plus dans l'exigence intellectuelle. De croire simplement que l'anarchie, c'est je fais ce que je veux comme je veux. C'est McDo, venez comme vous êtes. Non, c'est pas ça. Sinon, une société, elle ne tient pas. Ou alors, vous assumez d'être libertarien, ce qui peut être aussi honorable. Mais vous ne me dites pas que vous êtes de gauche parce que vous avez trahi ma gauche. Vous avez trahi la gauche qui émancipe. Vous avez trahi la gauche qui crée des solidarités sociales sur la base du travail. C'était ça, le syndicalisme. C'était pas je vais te soutenir parce qu'on est du même village au bled ou parce qu'on a la même religion. Voilà, cette solidarité, ces conquêtes, le fruit de conquêtes sociales qui sont profitables à tout le monde et pas simplement à ma gueule. Voilà, le nombrilisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus antithétique avec la gauche que le nombrilisme? Or là, vous avez même des étudiants, leurs objets d'études, c'est le nombrilisme. C'est, tiens, moi je suis queer, ah ben je vais faire une étude sur les queers qui aiment le train. Tiens, voilà. C'est une société narcissique dans laquelle on est et qui profite aussi aux logiques capitalistes et de faire croire qu'en fait, les gens sont leur propre création alors qu'en fait, ils subissent que dans des modes. Alors, qu'est-ce qui a fait que la gauche a cédé? C'est très compliqué. C'est très compliqué pour la gauche d'assumer d'être devenu le parti des fonctionnaires et des bobos. Donc, des gens qui ont toutes les sécurités.
Ouais. Euh, et il y a eu le poids démographique de l'immigration. Là, c'est simple. Hein. Mon père, il avait 4 gosses au bled, il est venu en France et puis il en a fait 4 de plus. Voilà, dans les quartiers. Et à un moment, c'était bien, c'était bon. Il y avait les prêtres ouvriers, il Ouais. y avait les cocos qui venaient, il y avait les PEP. Les PEP existent encore, mais elles sont moins mises en avant. C'était vraiment l'éducation populaire. Il y avait les colonies de vacances avec les municipalités où on pouvait sortir de chez nous. La mobilité, c'est pas simplement un capital social, c'est aussi un capital culturel. Voilà, c'est les géographes Laurent Farey qui ont bien développé. C'est aussi être capable de sortir de chez soi avec un impact. Si vous prenez Didier Ribon, que je ne peux pas saquer, Retour à Reims, ou Édouard Louis, les fameux transfuges, ça c'est encore une façon de se serrer en disant oh là là, j'ai souffert mais je suis exceptionnel. Et ça montre toujours un mépris de classe, c'est profondément toujours un mépris de classe. Mais il y a un éloignement, il peut être coûteux. C'est ce que j'avais appelé le syndrome Benzema, c'est-à-dire Benzema qui participe à un chantage vis-à-vis de Valbuena. Alors, moi, on m'a dit, quelqu'un qui était proche de la Fédération française de football, que c'était par rapport à une sextape homosexuelle. L'enjeu du chantage, l'enjeu financier du chantage, mais c'est ce que Benzema se faisait en 2 heures. Quel était l'intérêt d'y participer? Parce qu'il devait donner des gages de loyauté, de fidélité. Parce que c'est insupportable qu'on nous dise t'as changé. Ou alors t'as tourné le dos à ce que tu étais censé être, ou à tes amis. Donc il est pas con, hein, il est allé en Espagne. Hein. Il est pas con, il vit en jet set. Hein. Mais de temps en temps, il donne des gages de loyauté. Hein, tiens, je vais à la Mecque, mais je me tape plein de filles. Tiens, je participe à ce ridicule chantage odieux. Voilà, parce qu'il faut donner des gages. C'est difficile de s'éloigner. Or, dans la société musulmane, l'Oumma, on valorise pas l'individu. On ne valorise pas la personnalité. On valorise l'hyperconformité. Donc, si vous faites preuve d'un peu d'indépendance d'esprit, c'est très facile de vous accuser de, 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 de trahison et de mettre en place une forme de chantage. Voilà. Donc, la trahison est venue d'abord des mères communistes. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est Malek Bouti qui l'expliquait bien. Ouais. Vous maintenez dans la paupérisation les sociologues aussi à Marseille. Hein, c'est eux qui ont voulu mettre tous les gens des mêmes tribus au même endroit parce que comme ça allait les aider. Et puis, il ne faut pas oublier hein, les enseignements des langues étrangères dans les écoles. La circulaire européenne disait que c'était clairement dans l'optique qui retourne au pays. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un moment où l'enracinement s'est fait, notamment parce qu'on ne pouvait pas aller au bled non plus 4 fois par an comme maintenant avec les low cost. L'enracinement s'était fait et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien jusqu'aux années 2000. Je veux pas être dans la caricature de le film Taxi, la Coupe du Monde de 98 et Amélie Poulain. Voilà. Ben, je vous assure, il y avait les choses se faisaient bien et c'est parce que les choses allaient mieux et que notre modèle français est un modèle efficace, Ouais. euh, qu'il a été attaqué par les États-Unis et leur soft power parce qu'ils ne supportent pas notre modèle d'État-nation. Eux, c'est pour la société multiculturaliste. Puis attaqué par ces stupides pays arabes, moyen-orientaux. Alors, moi, j'ai pas l'expertise de Florence. Et puis, je m'en fous de cette expertise-là. Je vais vous dire, je m'en fous. Les Wahhabites, les Ismaéliens, les partisans de la Ghakan, la tradition malékite, les frères musulmans. En fait, je m'en tape, les mains. Quiconque prétend traiter, conquérir un territoire qui n'est pas le sien et ne pas respecter la loi que des citoyens éclairés ont décidé d'adopter, quiconque est mon adversaire. Quiconque est dans cette logique-là sera mon adversaire. Je laisse l'expertise universitaire à Florence, surtout sur l'étude du halal qui ne nous obsédait pas quand on était petits. Voilà. Donc j'ai été trahi par cette gauche, ces mères communistes qui ont voulu, qui à un moment ont renoncé. Ça coûte cher l'émancipation. Ça coûte cher les colonies de vacances. Ils les ont toutes fermées. C'est plus rentable électoralement de filer du fric à une association culturelle, puis d'aller parader et de se prostituer dans les mosquées comme ils le font avant les élections tout en étant méprisants. Derrière, il y a cette rupture intellectuelle, cette condescendance. Ouais. Et moi, c'est le racisme dont j'ai été le plus victime, notamment parce que je suis une fille. Hein. Moi, mes frères, ça a été autre chose. Hein. Ils se sont pris des boules de pétanque dans la gueule, ça a été autre chose. Mais la condescendance, c'est-à-dire ne jamais admettre que par vos mérites propres et par les mérites de notre système social, l'éducation nationale, vous êtes parvenu à l'égalité, voire à dépasser certaines personnes. Et ça, c'est insupportable. C'est ce que j'ai beaucoup rencontré chez certains de mes collègues
qui prétendaient me rééduquer. Ben oui, les cocos, je parle bien français, je suis capable d'écrire, je suis capable de comprendre, je suis même capable d'être subtil. Et surtout, j'ai pas besoin que vous me disiez cultivez votre folklore, vos différences. Voilà. Là, il y a eu un truc trop drôle, je m'en suis voulu. Je suis dans une ville, Tonnerre, avec un maire adorable. Et il travaille à Paris, France 2, puis il essaie vraiment de développer ce territoire qui a une misère. Je n'ai jamais vu une telle misère sociale de ma vie. J'ai été candidate à Toulouse face à euh, Picmal, François Picmal, qui veut être maire de Toulouse, mais qui en fait n'est que le bon toutou de Mélenchon. Donc je vois pas comment il pourrait défendre les intérêts de Toulouse. Euh, et là, il tenait le discours au Mirail, alors que le quartier avait été entièrement refait. Moi, j'ai vécu au Mirail. C'est pas Picmal qui vivait au centre-ville et qui vient dire aux habitants du Mirail, restez au Mirail. Les gens qui veulent vous chasser du Mirail. Parce qu'il y a un excellent maire qui s'appelle Gaëtan Collard qui travaille beaucoup pour le Mirail. Puis il y a des immeubles qui sont détruits. Puis il y a une école, un collège qui a été fermé. Et les gauchos, notamment du Sud, voulaient que ce collège poubelle reste ouvert. Le collège, il était au pied des tours où j'ai habité. Moi, j'y ai habité. Vous pouviez jeter des baskets et puis atteindre les profs dans la cour. C'était un collège poubelle. Et le département, présidé par Georges Méric, un vrai franc-mac à l'ancienne, bouffeur de curé et d'imam, cohérent, ils ont développé une politique intelligente. Ils ont fermé les 2 collèges poubelles où il n'y avait aucune diversité ethnique, culturelle ou sociale. Aucune. J'ai même vu des plats halal servis à la cantine. Voilà. Donc, c'était le collège de la Reinerie puis le collège de Bellefontaine. Mais ils ont eu une politique intelligente. Ils ont fait un partenariat win-win avec les autres collèges chics, des collèges chics de Toulouse, en leur disant, vous en prenez 2 par classe. Et en échange, au lieu que vos classes, vos effectifs soient à 29-30, vous aurez des effectifs REP à 27 ou à 26. Ouais. Ça a fonctionné. On a eu un recul de 4 ans. Ça a tellement bien fonctionné que le rectorat a essayé de faire croire que c'était son œuvre, alors qu'il s'y était opposé. Ouais. Mais qu'ont dit les gens du Sud? Ils ont essayé de pousser les habitants à hurler au racisme parce qu'on osait leur faire prendre le bus, toujours la mobilité, pour aller dans des collèges chics. Parce que c'est mieux de mettre les os humains qu'il y avait au 19e siècle et au début du 20e. C'est la gauche maintenant qui les porte. C'est la gauche qui veut parquer les gens et qui essaie de leur dire cultivez vos folklores et vos différences. Mais la vérité par rapport à ces gauchos bobos, c'est qu'ils éliminent la concurrence pour leurs propres enfants. Parce qu'avec l'école de la République, il y avait des trajectoires extraordinaires. J'ai une amie qui est principale adjointe à Gennevilliers, Leïla, je cite son nom parce que c'est une des personnes que j'aime et que j'estime le plus sur Terre, Leïla Amouche. Et elle m'a parlé de ses amis de la Courneuve. Mais ils ont eu des trajectoires sociales et professionnelles extraordinaires. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que quand vous êtes face à des gamins et que vous leur parlez que de la Palestine, quand vous êtes face à des gamins et que vous êtes dans le discours démagogique, oh, la méchante France colonisatrice, vous êtes des victimes, vous êtes des victimes. Ouais. Ben à la fois, vous les rechargez en animosité, vous les armez en haine, mais à la fois, vous les désarmez complètement intellectuellement et vous ne leur permettez pas d'accéder à ce que nous, enfants d'immigrés, on a pu accéder, les prépas littéraires, les prépas Hippocrates. Alors c'est sûr, ça fait des copies moins longues à corriger. Moi, c'est ce que j'ai vu avec mes collègues. Moi, tous mes élèves, ils faisaient des paragraphes argumentés de 40 lignes à la fin de l'année. Tous. Et c'était ça, quand vous respectez quelqu'un, vous voulez le meilleur. Vous voulez le meilleur et vous êtes exigeant avec eux-mêmes et pas dans la démagogie de dire Palestine, Palestine, Palestine et puis de leur mettre un miroir en disant vous êtes arabe, soyez dans le folklore. Ouais. C'est clair. Eh bien, écoutez, merci pour tout ça. On va passer maintenant à un autre sujet. On va passer au voilement et on va parler de ce livre Combattre le voilement, qui était un livre vraiment. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'équivalent en fait. Je trouve ce livre vraiment très complet. Il parle de tous les aspects du voilement et d'une manière que je n'ai jamais lu. C'est gentil parce que c'est vraiment le livre dont je suis plus fier intellectuellement. Donc, merci beaucoup. C'est un livre très rigoureux, ouais, c'est vrai. Et dans Combattre le voilement, justement, vous ne tournez pas autour du pot, vous dites que le voile n'est pas un vêtement anodin, et que même si effectivement il est choisi par celles qui le portent, hein, très souvent, parce que comme vous le disiez, on est quand même en France, donc si vraiment
on veut ne pas le porter, on a quand même des lois qui nous protègent, mais que même s'il est choisi, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, même si c'est mon corps, mon choix et qu'il est choisi, eh bien, il n'est pas, contrairement à ce que disent beaucoup de féministes françaises maintenant, un objet d'émancipation. Et que le simple fait de choisir son aliénation, finalement, ne constitue pas une preuve de liberté. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et puis nous expliquer en quoi, justement, eh bien, le voile, même quand il est choisi, est finalement une aliénation? Bien, je peux librement consentir, que ce soit la GPA, la prostitution, je fais exprès d'associer ça alors que c'est pas du tout la même chose, hein. Mais Ouais, pour moi, c'est la même logique qui est derrière. Je peux ouais. tout à fait consentir à ma propre aliénation. C'est-à-dire, je peux choisir un système idéologique qui va objectivement être nuisible à mes intérêts de femme ou à mes intérêts d'enfant. Voilà. C'est le propre de la religion, en fait. Les systèmes idéologiques politiques, ils restent assez coercitifs. Mais quand vous déléguez, vous externalisez la coercition à votre propre esprit parce que vous avez été formaté petit, c'est sûr que vous n'allez pas vous y émanciper. Donc le voile, ma mère est voilée. Comme toutes les mères arabes, elles ont enlevé leur voile à un moment. Puis Mmh. comme toutes les mères arabes, elles se sont fait offrir un pèlerinage à la Mecque, elles sont toutes revenues voilées. Mmh. Mais la moitié de mes nièces ont opté pour le voile, y compris celles qui étaient d'accord avec moi, qui avaient adoré mon livre Combattre le voilement et qui étaient contre. C'est ça l'emprise et la pression communautaire, quand on vous fait du chantage euh, à la pureté. Donc ça, c'est ce que je disais sur c'est quoi le consentement libre, c'est quoi la liberté. Mmh. C'est le choix doit être réversible sans conséquences négatives. Regardez ce qui se passe quand une femme retire son voile. Alors Ménel, quand elle portait son joli turban, ah, c'était génial. Quand elle l'a enlevé, ah, t'as cédé au blanc. T'es une vendue. T'es une traîtresse. Donc, il n'y a pas de choix libre il n'est pas réversible sans conséquences négatives. Il n'y a pas de choix libre s'il n'y a pas d'équivalence morale entre l'alternative qu'on vous propose. Si on vous dit depuis tout petit, sois pur, porte le voile, tu iras au paradis, t'es une pute, tu portes pas le voile, tu iras en enfer, mais qui va objectivement opter pour aller en enfer ou pour être une pute? Mais il y a ce formatage-là depuis petit, et c'est pour ça que j'en veux aussi beaucoup à la Convention des droits de l'enfant, parce qu'il y a cette aporie qu'ils n'arrivent pas à solutionner entre le droit des parents à éduquer leurs gosses et à transmettre leur tradition et leur culture pour pas qu'elles disparaissent, pour pas qu'elles s'effacent. Voilà. Où commence le droit des enfants? Ouais. Les enfants ne peuvent pas être la propriété en termes d'objet, je veux dire, de leurs parents. C'est pour ça que je milite pour qu'on ne parle plus d'autorité parentale, mais de responsabilité parentale, pour bien faire comprendre comment ça doit se traduire. Pas la mode, ce mot responsabilité. Bah, quand ma mère était très énervée, elle nous sortait en arabe, je vous ai sorti de mon cul, j'ai le droit de vous faire ce que je veux. Ma mère est adorable, elle est géniale, mais c'est cet esprit-là de la propriété. Donc, si ces conditions sont pas remplies sur la liberté, ne me parlez pas de liberté, c'est simplement une puissance d'agir que vous vendez. Le voilement marque le consentement à c'est une liberté conditionnelle, Mmh. aux conditions posées par les hommes, parce que ce sont les hommes qui ont créé les systèmes religieux. Mmh. Il n'y a pas de prophète femme, hein, a priori. Il ne me semble pas. Hein. On ne va pas remonter à la mythologie grecque avec la prêtresse de Lesbos. Il n'y a pas de prophète femme. Toutes les religions sont patriarcales. Toutes les religions sont patriarcales. Et dans toutes ces religions patriarcales, il y a cette sainte trinité. La femme doit être pudique, la femme doit être pure, vierge, et la femme doit être discrète. Le voile signifie ces trois choses. Et le consentement, c'est trois choses. Le voile fait du corps des femmes un organe génital total. C'est-à-dire, c'est pas simplement la pudeur où il faut pas montrer ses nichons ou ses fesses. On en est arrivé à effacer les gens. Et voir Émeric Caron, ce bobo hypocrite tartuffe qui habite le plus loin possible des citoyens qu'il représente, qui reste bien Versailles dans sa communauté ethnique et sociologique, dire qu'en fait, c'est pas gênant les petites filles voilées, mais va te faire foutre, voile tes gamines et on en reparle. Donc, Ouais. alors, j'apprécie, ils sont un peu bêtes la droite quand ils sortent la laïcité, la laïcité. C'est pas la laïcité, c'est circonscrit à des espaces et un temps. À 18 ans, bah, vous pouvez vous voiler façon je sais pas quoi dans les universités, puisqu'on vous donne le droit de vote. On vous donne la possibilité d'être élu, de décider des lois. Donc, bien sûr, vous faites vos choix. Et tant pis pour vous si vous décidez de vous aligner. Aucun souci. Je souligne l'hypocrisie à dire qu'en fait, le voile s'écoule en France, dans les États européens, parce qu'en fait, comme il y a des États de droit, ces États de droit, ces législations
contentionne les religieux et les empêche de mettre en place ce qui va avec le voile, ce qu'ils voudraient mettre en place. Ouais. Voilà, c'est pas l'islam cool pratiqué en Europe qui permet aux femmes voilées de travailler, de conduire, de profiter de la vie. C'est pas ça. C'est les législations européennes qui protègent ces femmes-là. Et ça, elles ne devraient pas l'oublier. Parce que le but des religieux, c'est pas un système ouvert. Ça, c'est un défenseur du multiculturalisme qu'il a expliqué Michael Walzer et puis aussi Brian Berry, qui disait dans aucune société multiculturaliste, une pratique ouverte ou mixte ou un peu plus libérale ou attentive aux droits humains, dans aucune société multiculturaliste, cette pratique religieuse est advenue. Au contraire, ça renforce toujours les leaders les plus orthodoxes et les plus rétrogrades. Donc, qu'on ne sorte pas que, en fait, le voile n'est pas aliénant. Il n'est pas aliénant parce que vous êtes en France, les cocottes, et que vos droits sont protégés en tant qu'individu et en tant que femme. Donc, le voilement, c'est quand même assez fou, mais vous prenez, comment elle s'appelle, Pascal Coffin, là, cette militante élue régionale, journaliste qui a une voix insupportable. Elle avait fait une tribune dans l'IB où elle dénonçait le voile pour ce qu'il était. Maintenant, elle défend le voile parce que, dans leur conception, c'est la seule façon d'obtenir le vote, des Arabes. Et, en fait, les Arabes, s'ils deviennent musulmans, ben, ils votent d'une seule voix, en fait. Voilà. Ça fait, c'est du pur clientélisme cynique électoral et ça a marché. Ça a marché. Mélenchon s'est vendu au diable, mais il a raison. Stratégiquement, c'est payant. Il fracture la société comme elle n'a jamais été. Il empêche des trajectoires. L'idéal, je défends pas moi mon modèle hein, comme pratique de l'islam. Hein. Je mange pas halal, je supporte pas la violence sur les animaux. Bon, en même temps, j'adore la viande, je suis pas végétarienne. Moi, j'aime bien ces contradictions. C'est ce qui vous rend irremplaçable. C'est vos arbitrages. Voilà. Je suis incapable de manger du porc. C'est inconcevable. Et je suis incapable, même intellectuellement, de comprendre l'athéisme. Très sincèrement, je n'y arrive pas intellectuellement. Fruit de mon éducation. Et résultat, dès qu'il m'arrive une catastrophe, je suis persuadé que c'est une punition de Dieu. C'est assez compliqué à vivre. Hein. Par exemple, je suis stérile. Quelqu'un s'est moqué de moi sur Twitter en disant que Sandrine Rousseau avait 3 enfants et que moi, j'avais 2 chats. J'ai tout fait, que ce soit des trucs scientifiques ou des trucs de pure sorcellerie marocaine. Pourtant, dans ça, j'ai pas pu. Alors peut-être c'est un châtiment de Dieu, je ne sais pas. Mais mes frères m'ont vengé, ils ont chacun 3 ou 4 gosses. Voilà. Donc, c'est pas moi mon modèle en disant voilà, si vous voulez être une musulmane, en fait, faut être une musulmane émancipée. Voilà. Pour les musulmans, c'est impossible de négocier, de prendre de la distance, de se dire je prends ça, mais je prends pas ça. Bon, c'est un peu hypocrite parce qu'ils se promènent pas à dos de chameau, ils utilisent Internet. Voilà, si vous voulez vraiment vivre comme Mahomet, chiche, allez, barrez-vous parmi les Touaregs et puis on verra comment vous vivez. C'est pas ça. Mais comment vous faites quand vous dites que votre identité, c'est que votre religion? Votre identité, c'est votre couleur de peau. Que vous n'avez d'autre choix pour être une bonne musulmane. Vous vous rendez compte que c'est la gauche? C'est la gauche. Vous savez, sur les marchés d'esclaves, là où ils regardaient les dents pour voir si vous étiez en bonne santé, maintenant c'est la gauche qui fait ça. Est-ce que tu es une bonne musulmane? Si tu es une bonne musulmane, tu dois être voyante, tu dois être vitupérante, tu dois être véhémente, tu dois être dans l'ostentation, tu dois être dans la revendication, même violente. C'est ça, en fait, pour nous coincer ce qu'ils ont été obligés de faire, ils nous interdisent à nous ce que eux ils se sont autorisés il y a très longtemps, c'est-à-dire arbitrer et sans être dans le jugement la bonne musulmane ou la vraie musulmane. On n'est pas des camemberts, on n'a pas besoin d'AOP, AOC en fait. Voilà, je suis une personne. Et puis mes frères, j'ai 7 frères. Mes frères, c'est pas les 800 millions d'hommes musulmans de la Oumma. J'ai 7 frères, ça me suffit. Voilà, laissez-moi et ne m'autorisez pas parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de m'autoriser. Je veux être ce que j'ai choisi d'être. Et vous n'avez pas à me dire que je suis inférieure ou une traîtresse ou une mauvaise musulmane ou une moins bonne arabe, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on essaye de choisir et qu'on est une femme ou même parfois dans certains cas un homme de culture ou d'origine musulmane, quand on choisit l'universalisme, quand on choisit la République, on est traité de traître.
Et en fait, finalement, on s'approprie des concepts de blanc et du coup, bah, comme, enfin, je veux dire, il y a un sens caché, c'est de dire en gros, vous avez été aliéné par les blancs, ça y est, maintenant t'es un traître. Comment ça se fait qu'on en est là? Comment ça se fait qu'accepter en fait les valeurs, des valeurs émancipatrices, somme toute, des valeurs de gauche, les valeurs françaises, eh bien, c'est synonyme de traîtrise. Alors on l'entend, c'est une traîtrise par rapport à la communauté, mais comment ça se fait que la gauche reprend en fait ces mots et explique en fait que tous les concepts français émancipateurs eh ben, sont des concepts de blanc et que du coup ils sont dominateurs par définition et qu'il faut évidemment Je, pas les accepter. je soupçonne la gauche à un certain niveau d'avoir eu l'arrogance de penser qu'elle ferait de l'entrisme, c'est-à-dire qu'en les draguant avec les seuls mots qu'ils pensent que les musulmans, les arabes sont capables de comprendre, euh, ils arriveraient à les tirer et que ça se ferait spontanément en fait ce phénomène, un espèce de ruissellement idéologique émancipateur. Mais l'entrisme, il se fait complètement à l'envers en fait, parce qu'il ne mesure pas la virulence, l'efficacité comme système total et totalitaire de l'islam, en fait. Ils comprennent pas, ils gardent une grille de lecture classique vis-à-vis des religions. L'instauration de la laïcité, ça a été violent, hein. Il y a eu des morts, hein. Bretagne, Vendée, ça s'est pas fait de manière cool. Mais il n'y avait pas de projet politique chez les catholiques comme il y a un projet total. Il n'y a pas chez les catholiques, on vous dit pas comment vous devez vous torcher les fesses. On ne vous dit pas comment vous devez vous coiffer. Je veux dire, ça fonctionne vraiment comme un phénomène sectaire de relations dominées, soumises, où en fait, chaque seconde de votre vie est une façon de nouveau de vous bourrer le crâne, en fait. Parce qu'on a besoin de ne jamais desserrer les taux, de ne jamais desserrer les taux. Donc, tout revient en permanence. Votre journée, votre vie, tout est scandé par la religion. C'est insupportable, il n'y a pas de respiration. Voilà, que ce soit le bonjour avant de conduire, avant de commencer à faire un couscous, avant ce que vous voulez, mais c'est voilà, c'est omniprésent, c'est omnipotent, c'est totalitaire, voilà. Et ça, ils le mesurent pas. Ils le mesurent pas, ces bonnes gens. Donc, ils nous ont trahis, ça va très loin, surtout dans les pays multiculturalistes. Hein. Regardez en Angleterre, à quoi ils en sont venus. Euh, Carrément euh, mais rendez-vous compte, ils ont élu ils ont mis au pouvoir des musulmans. Et au lieu de raisonner, tiens, je suis Premier ministre écossais, donc je vais penser aux Écossais, tiens, je suis Premier ministre au Pays de Galles, je vais penser au Pays de Galles. Non, non, je vais défendre l'Oumma et l'ancien Premier ministre écossais, voilà, il voulait réinstaurer le délit de blasphème. D'ailleurs, il l'a partiellement fait. C'est-à-dire, on ne peut pas critiquer la religion, on ne peut rien faire parce qu'il y a un statut d'exceptionnalité de l'islam. Parce que les musulmans, c'est les seuls à croire pour de vrai, en fait. C'est ça, cette arrogance-là. C'est ça, cette arrogance-là de dire, eux, ils croient pour de vrai, c'est pas comme les cathos dont on peut se foutre de la gueule à longueur de journée, parce qu'en plus, les cathos viendront pas nous exploser à la gueule ou nous poignarder. Donc, je suis un peu, ouais, non, mais je suis triste, je suis déçu, je suis même un petit peu désespéré parce que tout ce qui permettait d'avoir, d'être sauvé, en fait, est en train de sauter. L'éducation nationale, maintenant, Je c'est vais, devenu un cloaque idéologique absolument insupportable. c'est ça. Je vais vous soumettre une réflexion. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, tout ce que vous venez de dire par rapport à l'islam, à son totalitarisme, au conditionnement quotidien, évidemment, ça parle à l'apostat que je suis et à l'ancien musulman que je fus. Euh, Moi, je me suis sorti de tout ça. Chacun s'en sort comme il veut, comme il peut, comme il a envie. En tout cas, moi, c'est Spinoza qui m'a aidé. J'ai eu un coup de bol et je suis tombé sur le traité théologico-politique. J'ai galéré pour le comprendre parce que j'avais 20 ans, mais il m'a aidé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on n'a plus de contre-discours face à l'islam. On n'a pas de discours rigoureux. Il y en a, mais il y en a peu. C'est-à-dire qu'on n'a plus une gauche qui est capable de critiquer l'islam. Parce que le simple fait de critiquer l'islam, c'est moche, c'est raciste, c'est islamophobe. On peut pas le faire. Et donc, du coup, j'ai l'impression que en fait, ce qui se passe, c'est que ce combat-là, en fait, bah, il y a trop peu de gens qui le mènent. Un combat véritablement idéologique face à l'islam pour le remettre à sa place de religion totalitaire, justement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, Moi, je combat pas l'islam, hein.
mais ayant grandi dans une famille musulmane avec 7 frères et un père absolument abusif, Mm. j'ai vu les dégâts et j'ai vu ce que ça permet. Donc oui, moi je me permets de critiquer l'islam comme je critique n'importe quelle religion qui Voilà. abuse et qui ne respecte pas. Mon apostasie à moi, c'est de dire, en fait, les lois d'un territoire que les citoyens se donnent librement sont supérieures. Voilà, aux lois. Et je tenais le discours à mes élèves de dire que euh, quand il s'agit d'agir sur l'environnement, quand il s'agit de faire voler un avion, quand il s'agit de soigner, bah oui, en fait, la science est supérieure à la foi. Ouais. Ouais. Quand il s'agit par contre d'essayer d'avoir un comportement le plus éthique possible, on va dire, d'être bien, d'obtenir le paradis, d'être moins angoissé face à la société ou face à la fin du monde ou face à sa propre fin, bah oui, alors là, d'accord, vous pouvez, la foi est supérieure à la science. Mais Ouais. en fait, il faut oser cliver. C'est-à-dire, l'approche n'a même pas à être face à l'islam. On doit être cohérent et face à toutes les religions et toutes les idéologies. Et ça, c'est Romain Gary qui l'a merveilleusement et bien expliqué dans l'affaire Homme, son essai, quand il dit que tout ce qui rogne les droits humains le trouvera sur son chemin comme adversaire. Alors, il y a une magnifique formule que je pourrais retrouver, mais c'est tellement intelligent ce qu'il dit. En fait, restez à votre place de religion, c'est-à-dire la loi que les citoyens éclairés se sont donnée est supérieure, en fait, à vos revendications. Et on n'est pas au nom du chantage au progressisme. Euh, vous nous aurez pas dans votre chantage d'avoir toujours plus de droits, de toujours revendiquer, parce qu'il y aura toujours un effet cliquet où, en fait, ils réclameront. C'est sans fin, les exigences. C'est sans fin. Voilà. Parce qu'ils sont clairement dans un projet de contrôle politique. Parce que c'est de cette puissance-là qu'ils tirent leur justification et la preuve que c'est une vraie religion, la religion du seul vrai Dieu. Quand vous parlez d'islam, c'est pas comme le christianisme. On vous parle jamais de l'amour de Dieu. Mm. Enfin, vous savez mieux que moi, vous avez été plus pratiquant que moi. Lorsqu'on vous a parlé de l'amour de Dieu, en fait, on vous parle de sa puissance, on vous parle de sa colère. C'est comme l'Ancien Testament, il y avait la formule, c'était aux narines brûlantes, c'est-à-dire un Dieu jaloux, possessif. Et en fait, tout fonctionne en islam sur la tautologie. D'ailleurs, Coran, ça veut dire récitation, Bible, ça veut dire livre. Il y a deux projets intellectuels complètement différents derrière. Et c'est la tautologie. En islam, c'est Dieu est grand parce qu'il est grand. Tu dois obéir à Dieu parce que tu dois obéir à Dieu. Et c'est toujours comme ça, la justification. Alors, ils me font rire quand ils parlent des savants de l'islam et tout ça, alors qu'en fait, voilà, ils ont resté à votre place. Et moi, c'est par rapport à toutes les religions. Je n'admets pas qu'il y ait un statut d'exceptionnalité de l'islam parce que en France, ce serait la religion des dominés. Parce que au Qatar, c'est la religion des dominants. En Arabie Saoudite, c'est la religion des dominants. Les musulmans ont plus colonisé et ont plus pratiqué la traite des esclaves que les blancs. Pourquoi il n'y a pas plus de noirs dans les pays arabes? Parce qu'ils étaient castrés. Mm. Et si vous regardez, alors les gens adorent le livre des Mille et une nuits. C'est mignon Ali Baba, c'est mignon Simbad le marin. Vous lisez les 30 premières pages et vous mesurez la négrophobie systémique de l'islam. Mm. C'est le calife qui part et il est tranquille parce que ces femmes, les femmes de son harem, sont gardées par des eunuques noirs. Donc, il n'y a pas de risque. Et en fait, il a oublié un truc ou je ne sais plus quoi, il revient. Et là, il voit ces eunuques noirs en train de coucher, baiser, sodomiser les femmes et les femmes jouir et être contentes. Et il est tellement choqué, il est tellement désespéré qu'il va voir son frère. Et son frère lui dit, ah, tes femmes sont vraiment impures, mais moi, ça m'arrivera pas. Et il va avec son frère et il se rend compte que c'est la même chose chez son frère. Et il en a même une satisfaction profonde de se dire, ben lui aussi s'est fait avoir. Et c'est là qu'il décide d'obliger euh, les hommes de son royaume à lui fournir des femmes qu'il consomme et qu'il tue. Et ça, cette logique de la Vierge au paradis. Et ces hommes sont, est-ce que c'est si peu sûrs de leur performance sexuelle que la seule gratification narcissique qu'ils peuvent retirer, c'est de percer l'hymen des femmes. Parce que c'est ça le paradis. Mais il y avait un excellent documentaire, Le Paradis, en noir et blanc, qui avait été tourné en Algérie il y a quelques années. Et simplement, ils étaient allés poser des questions simples aux hommes et aux femmes en Algérie. Et ils avaient dit aux hommes, à quoi ressemble le paradis? 40 vierges, alcool. Où est le contenu éthique de se dire on va être dans une société où on sera tous dans la religion, où on pratiquera tous la même religion et ce sera à perfection? Non, 40 femmes, puis des femmes blanches. Hein.
toujours un négrophobie, très blanches. Elles font 4 mètres, ce que vous voulez, les ouris, tout ce que vous voulez. Voilà, blanc, vierge, elles redeviennent vierges à chaque fois. Et Ça puis, fait, elles n'ont pas leurs règles et elles ont des esclaves. Moi, j'ai jamais vu une société d'un paradis dans n'importe quelle religion où on continue à promouvoir le système d'esclavagisme. Voilà. Les journalistes, les deux qui faisaient le documentaire, sont allés poser des questions aux femmes. Il n'y en a pas une qui a voulu répondre, Cyril. Il n'y en a pas une dans le documentaire. Alors, je suis allée voir ma mère. Je lui dis, mamie, à quoi ça sert? C'est quoi le paradis des femmes, en fait? Elle a mis du temps à me répondre. Après, elle me dit, ouais, non, mais c'est vrai, notre religion est faite pour les hommes. Ma mère est extrêmement lucide, elle est très pratiquante, mais ça n'empêche pas d'être intelligente. Et il y avait un imam 2.0 en France qui disait que pour le paradis des femmes, bah, elles auraient des esclaves, donc plus de ménage, et elles auraient plus de règles. ouais. L'impureté, nous sommes coincés dans l'impureté. Voilà. Comment voulez-vous oser dire que l'islam, parce qu'ils aiment dire ça, que c'est la première religion qui a promu et protégé les femmes, vous vous foutez de la gueule de qui avec Mahomet? Juste parce qu'il a tiré le fric de sa première femme âgée, mais de qui on se moque en fait. Donc voilà, soyons cohérents, toutes les religions sont patriarcales parce que toutes les religions étaient conçues par les hommes et que la base du narcissisme, c'est de savoir que vous êtes supérieur à la moitié de l'humanité. Ouais. Donc aux femmes. Après, quand on parlait de la liberté, tout ça, il doit aussi y avoir un droit d'opting out. Encore une fois, c'est les arguments de Brian Berry. C'est-à-dire, vous devez avoir le droit de sortir de la communauté. Et ça, c'est pas possible dans le multiculturalisme. Ouais. Et quel est l'effet du droit que vous défendez? Quel est l'effet de la religion sur les plus vulnérables? Le statut des enfants. Parlez-moi du statut des enfants dans les sociétés, alors que ce soit africaines ou même asiatiques à une époque. C'était la pleine propriété. Vous êtes dans l'usufruit, le tutti-fruit de votre gosse et vous lui faites ce que vous voulez. D'où les violences. Alors Florence, elle a essayé de me faire dire qu'en fait, il y avait une violence spécifique des musulmans vis-à-vis de leurs gosses. Mm. Non, hein, pour avoir vu des parents abusifs ici, ici, c'est pas, il y a pas beaucoup d'Arabes musulmans. J'en suis l'enfant et je suis tout blanc. Voilà. Et oui, je connais votre parcours et je peux vous dire que vous êtes une des personnes les plus admirables et pour moi un vrai intellectuel au sens du XVIIIe siècle, hein, vraiment. Merci, très sincèrement, vous regardez Société, voilà, ça s'était passé aux États-Unis. Il y avait des Indiens qui sont allés kidnapper, des Indiens amérindiens, qui sont allés kidnapper un gosse métis parce qu'ils voulaient le remettre dans leur communauté. La Cour suprême leur a donné raison. Donc, ils lui ont fait passer un rite extrêmement violent, abusif, alors qu'en fait, sa mère l'avait sorti de ça. Voilà. Mais c'était le droit de la communauté sur le gosse. Ouais. Donc, quel est l'effet des idéologies que vous défendez sur les groupes minoritaires homosexuels, par exemple, ou sur les enfants, c'est-à-dire des gens vulnérables et qui sont inférieurs? Quand on en est au tribunal de Bordeaux, c'est le cas que je citais dans le grand détournement, à dire qu'en fait, des enfants roms prostitués, il ne faut pas juger leurs parents avec la même sévérité que l'on témoignerait vis-à-vis de parents blancs, parce que dans leur système de pensée, leur gosse, c'est leur propriété, et que pour les gamins, ce n'est pas une grande souffrance, parce que pour eux, voilà. Mais comment on peut en arriver? Et les peines ont été clémentes. Je veux dire, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas simplement la défense ignoble des avocats qu'ils utilisent même par rapport aux violeurs afghans, qui disent, ah ben, dans leur système, tout comme si le viol n'était pas interdit dans tous les pays du monde, y compris musulmans. Enfin, mais un Pakistanais qui voit une jeune fille en mini-jupe, bah, en fait, il faut le comprendre, il ne peut pas se retenir parce que dans sa société. Comment on en est arrivé à ce relativisme moral-là, qui n'est pas simplement le fait des avocats, mais qui est aussi le fait des juges? Alors, il y en a un vrai problème avec les juges en France. Ouais. Avec les gauchos bourgeois qui frétillent du pouvoir qu'ils ont et en même temps, ce pouvoir les fait culpabiliser parce qu'ils le relient à des privilèges de classe et donc en fait, voilà, on va punir le blanc plus que le petit musulman parce que le musulman en fait il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix d'être délinquant, il n'avait pas le choix d'être violent, il n'avait pas le choix d'être voilà. C'est pas du respect, c'est la pire condescendance post-coloniale que je connaisse. Et puis j'aimerais vraiment, comme vous, votre rigueur intellectuelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup quelqu'un comme Peggy Sastre. Je suis pas d'accord avec elle. Elle est pour la prostitution, elle était contre son interdiction, comme Badinter. Moi, je suis abolitionniste, mais à fond. Mais elle est dans la rigueur intellectuelle. Je crois que
c'est quelque chose maintenant que j'en suis venue à respecter comme étant la chose la plus extraordinaire du monde, la rigueur intellectuelle. On vous cite Frantz Fanon. Frantz Fanon qui était en Algérie. Frantz Fanon qui a été psychiatre. Frantz Fanon que je cite parce qu'il dit « Ah, les méchants blancs qui dévoilent ». C'est-à-dire, vous voyez, le mot, il n'est pas innocent. C'est comme si on mettait à nu. Mais ça, c'est pas un clitoris, ça, c'est pas un vagin, ça, c'est pas une vulve. Si je porte pas le voile là, vous ne me mettez pas à nu. Voilà. Donc, Ouais. et qui disait qu'en fait, les femmes qui ne portaient plus le haïk, moi, je n'aimais pas quand j'allais en Algérie parce que ma mère, elle mettait un voile blanc. C'était pas un truc avec Ouais. un truc qui couvrait, mais en fait, je la reconnaissais plus. Je voyais que des corps de dos et j'étais terrifiée d'être perdue. C'est pour ça que je supportais pas ça. Et puis, à Mascara, c'était pire, la région de mon père. Mon père avait fait des escaliers à l'extérieur de la maison, cette andouille. Et ma mère, pour aller du rez-de-chaussée à l'étage, elle devait se voiler, mais laisser un œil dans le village, Mascara. Et c'était il y a quelques années quand il n'y avait pas la polygamie. Maintenant, il y a toujours la même chose, sauf que maintenant, en Algérie, c'est de nouveau développer la polygamie. Vous voyez la régression. Ouais. Cette façon de traiter les femmes, comment osez-vous dire que si c'est lié à un certain type de religion, lié à des gens qui ont été opprimés, eh ben c'est acceptable. Voilà, Frantz Fanon, il dit de grosses conneries, Frantz Fanon. Frantz Fanon, il dit, la preuve que le voile est important pour les femmes, c'est que celles qui le portent plus en Algérie, elles ont du mal à marcher, elles ont du mal à appréhender les distances, elles se pètent la gueule, voilà ce qu'il dit. Comme les communistes qui bandaient les pieds des femmes, c'est les communistes qui ont libéré. Les Chinois qui bandaient les pieds des femmes, parce qu'encore une fois, la mobilité, c'est insupportable pour ces gens-là, qu'elle soit géographique ou sociale ou culturelle, parce que les gens vous échappent. Ouais, Ils sont capables de vous échapper et que vous avez besoin. Je crois qu'en fait, on est dans vraiment cette relation de dominant-soumis. Donc, Frantz Fanon, il a dit de la merde aussi. Il a dit des choses intéressantes, mais tout ce qu'il disait, ça visait à conforter, et il en est venu, et Boutelja dit la même chose que lui, en disant les hommes colonisés ont eu besoin de se reviriliser et de se renarcissiser en étant violents vis-à-vis de leurs femmes. C'est-à-dire, les Blancs les ont dominés, ils ont besoin de dominer quelque chose. Et la seule chose qu'ils peuvent dominer à leur portée, c'est leurs femmes et leurs gosses. Et c'est comme ça que vous prenez Aretha Franklin, vous prenez Nina Simone, elles ont toutes été battues par leurs mecs. Et elles sont restées dans cette logique-là de « Ah, on est dans des sociétés de ségrégation, donc il faut comprendre cette violence-là. Il faut qu'ils puissent se reviriliser. Je ne suis pas le moyen pour un homme de se reviriliser. Je suis une fin en soi. » Voilà. Vous voyez cette arrogance-là? Vous voyez pour qui je me prends? Voilà. Je ne suis pas un moyen, je suis une fin en soi. Ouais. Je comprends. Alors, dernier point sur le livre Combattre le voilement, bien que ce soit pas totalement lié, mais quand on commence à critiquer le voile, à critiquer eh bien la religion comme vous l'avez fait, eh bien très souvent on nous parle d'islamophobie. Je pose souvent cette question parce que j'aime bien savoir comment chacun appréhende ce mot. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce mot islamophobie? Qu'est-ce qu'il est? Alors, Florence m'a corrigé quand j'ai dit que ça venait des mots là. Elle a retracé le mot depuis le XIIe siècle, machin, machin. C'est exactement ce que je disais dans le grand détournement, c'est comment avec les mots, il y a une dimension performative des mots. Ouais. Les mots peuvent créer une réalité. Ouais. En Angleterre, ils parlent plus d'excision, ils parlent de circoncision féminine. Ouais. Sachant que ça normalise une pratique qui est inacceptable pourtant. Je vais aller plus loin que certains. On vous dit, en France, les idées sont pas protégées, les gens sont protégés. C'est-à-dire, je peux dire que je déteste l'islam. Je peux dire que j'ai peur de l'islam. Moi, je déteste pas l'islam, mais j'ai peur de l'islam. Je déteste pas les autres religions. Mais moi, je vais plus loin. Je revendique le droit de critiquer les pratiquants. Parce que pour moi, c'est pas des feuilles ballottées par le vent. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix. Ils assument leur choix. J'ai toujours été obsédée par la responsabilité. Ouais. Voilà. Je suis obsédée par la responsabilité et pour moi, c'est même supérieur à la liberté. Je ne conçois la liberté, je ne concède la liberté que parce que c'est la seule chose qui permet à chaque individu d'être responsable. C'est un peu mon petit côté sartrien que j'aime pas parce que je préfère Camus. C'est ma façon un peu tordue de penser. Pour moi, c'est la seule façon de permettre qu'une société tienne ensemble, en fait.
On est responsable de soi, on est responsable de ses enfants, on est responsable des autres, on est responsable de l'environnement, du territoire, du pays. Ça devrait être normal. Moi, je critique aussi les pratiquants. S'ils osent voiler leur gamine, vous croyez que je vais dire, j'aimerais bien que l'islam ne conduise pas à voiler leurs filles. Je vais les traiter de pédophiles. Je vais les traiter de tordus, égoïstes qui se payent le paradis sur leur dos de leurs gosses. Donc moi, je réclame aussi le droit de critiquer les pratiquants. Ça ne veut pas dire que je veux leur mort. Ouais. Ça ne veut pas dire que je vais leur supprimer des droits. Mais ça ne veut pas dire non plus que je vais leur en accorder des spécifiques par rapport à eux. Mon premier devoir, c'est de protéger ceux qui ne sont pas en mesure de se protéger eux-mêmes. Les enfants. Ça, mon obsession, c'est la protection de l'enfance. Ma première obsession. Et je me dis, mon Dieu, que les électeurs sont cons. Des fois, c'est dur d'être républicaine et démocrate. Hein. Franchement, c'est dur parce qu'ils sont cons. Quand je vois que des gens médiocres intellectuellement, comme l'analphabète de Marseille, la grosse brute, qui a pu être député, il perd quelqu'un comme Lies Loufoque, qui a un vrai discours, et qui a un vrai vécu comme vous, un parcours, qui sait comme ça abîme quand on n'a pas tenu la promesse de l'aube. Cette promesse de l'aube, quand on l'a pas tenue, c'est-à-dire, on se remet pas. Moi, je pense, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu, hein, j'ai vécu 2 degrés de violence et d'abus, mais votre première sécurité sociale dans la vie, c'est vos parents. Les animaux sont attachés à leur progéniture. Comment vous vous remettez du fait que des gens qui étaient normalement programmés génétiquement pour vous aimer, ne vous ont pas aimé, vous ont fait du mal? Comment vous faites pour vous dire que vous restez aimable, qu'on peut vous aimer? Forcément, vous pouvez développer des comportements toxiques. Moi, j'ai été dans l'achat d'affection, ce qui m'a empêché d'accumuler du capital pour créer une entreprise, sans doute. Voilà, acheter, voilà. Comment je défendrai les enfants plus que les droits de pratiquants adultes à vivre leur kiff religieux ou leur kiff politique. Donc, mais il faut le faire intelligemment et il ne faut pas parler de laïcité, il faut parler de dignité. Ouais. Faut oser dire aux parents qui n'ont pas tous les droits sur leurs gosses, contrairement à ce que la Convention des droits de l'homme a du mal à dire, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut combattre, c'est le combat de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignot, qui est une ancienne prof et que j'aime beaucoup, qui veut interdire le voilement en deçà d'un certain âge. La question, c'est quel âge? Il ne faut pas l'interdire au nom de la laïcité. Il faut l'interdire comme on a interdit les concours de minimis. Il faut l'interdire au nom des exigences éducatives disproportionnées, comme le ramadan. Moi, je voyais des Comoriens quand j'étais prof à Marseille qui faisaient le ramadan depuis l'école primaire. Puis attention, ils emmenaient leurs gosses, leurs petits frères à l'école. Voilà, on est une ressource. En fait, dans les sociétés non occidentales, on est des ressources, les enfants. Ouais. Et j'en parlais avec mon principal. Nous, notre réflexe, quand on a quelque chose, c'est de l'offrir à sa famille. Ouais. J'ai même choisi, j'ai pris un crédit immobilier, j'ai acheté un endroit pour faire plaisir à mon frère préféré. Il m'a rien demandé. Je suis conditionné à passer après le désir de ma famille. Je suis conditionné. J'ai un truc, je m'étais acheté un bel iPad, un de mes frères l'a trouvé beau, je lui ai offert. Attends, je le voulais. On est conditionné. On est des ressources pour nos parents, que ce soit dans les sociétés africaines ou asiatiques. On doit rapporter. C'est pas le ruissellement où les parents nous aident, déjà aussi parce qu'économiquement, ils ne le pouvaient pas. Mais même maintenant, c'est à nous, on doit rapporter de l'argent. C'est aussi comme ça qu'on est conditionné. Donc, le voilement, le ramadan, c'est des signes extérieurs de piété qui permettent aux parents d'être vaniteux. Regardez comme mes gosses, ils font ça. Regardez comme mes gosses, c'est des bons musulmans. C'est la preuve que moi, je suis un bon musulman parce que j'ai bien formé mon gosse. Et puis, il fait la prière avec moi. Je le lâche pas parce que si je le lâche un petit peu, je parle d'expérience dans ma famille, mes frères, hein, si je lâche un petit peu mon gosse, il sera pas dans la même pratique que moi. Donc, c'est une exigence éducative disproportionnée. C'est la commission Jacques Barrot qui a réfléchi sur la définition des violences. La violence, c'est pas simplement mettre des tartes. Alors, c'est pas cool de mettre des tartes. C'est un climat. Moi, j'ai quand même vu mon père essayer de mettre un coup de hache sur la tête d'un de mes frères. C'est un climat, c'est des mots. Les mots sont abusifs et les mots peuvent faire un mal infini et créer un traumatisme infini. Mais c'est aussi privé de loisirs. C'est aussi privé d'affection. L'affection,
c'est tellement compliqué d'aimer correctement quand vous avez jamais été aimé correctement. Mm. Alors, Cyrulnik a utilisé le mot de résilience. Mm. J'aime pas trop ce mot parce que c'est une façon presque un peu darwinienne de dire j'ai survécu, surtout quand c'est détourné. Didier Ribon et Édouard Louis qui sont dans la résilience. Calme-toi, mec, t'es prof à la fac, calme-toi. Voilà, vraiment calme-toi par rapport à ce que certains ont vécu. Mais cette possibilité de s'accorder le droit au bonheur Ouais. et la vie, ça, c'est des plus grandes victoires quand vous avez été abîmé. Et c'est pour ça, là, c'est très personnel ce que je vous dis. J'espère que personne regarde la vidéo et que vous avez une très faible audience. Hein. C'est pour ça que je suis contre l'euthanasie. J'ai fait une chronique où je disais, je comprends bien les gens qui ont la maladie de Charcot, qui sont enfermés dans des corps, ce que vous voulez. Mais j'avais été très marqué par la lecture d'un livre qui s'appelait Sagesse barbare à la fac. J'ai rien compris au livre. Mais j'ai rien compris, c'était sur les sociétés antiques. Mais il y avait un passage qui disait que à Massalia, à Marseille, les Grecs avaient mis en place un conseil des sages et quiconque voulait se suicider pouvait exposer ses décisions, ses raisons, quel que soit son âge, son état. Et si le conseil trouvait que les raisons étaient raisonnables, il fournissait le poison. Ouais. Certains me disent ah, t'es courageuse, t'as pas peur. On m'a proposé une protection policière à l'époque de Samuel Paty, je m'en fous complètement. Mais j'ai pas d'instinct de survie parce que c'est quelque chose qui a été abîmé chez moi. Ouais. Ça m'est complètement égal. Et c'est ce qui m'a permis aussi de me décrocher d'une pratique orthodoxe de l'islam. Il n'y a rien qui me terrifie plus que la vie éternelle, en fait. Comment vous voulez pouvoir vivre éternellement? Je trouve ça déjà épuisant de mener simplement une vie terrestre humaine. C'est épuisant. Et c'est pour ça que je veux pas être pour l'euthanasie, parce que je sais on n'est pas meilleur que les autres. Hein. Ouais. Ils ont obtenu le droit à mourir pour des dépressifs en Belgique. Ouais, Dans 10 ans, ce sera le cas pour nous. Faut pas se leurrer. ouais. Et c'est parce que je sais que si j'avais cette possibilité, je l'aurais utilisée. Voilà. Donc, s'accorder le droit de dire, tiens, j'ai envie de vivre, puis j'ai envie d'être heureuse. Est-ce que dans l'islam, on tient le discours du bonheur? Franchement. Je suis pas sûr qu'on le tienne aussi dans les autres religions. Il y a le plaisir, il y a le principe de la jouissance. Chez les juifs, je sais plus c'est quoi le terme. Shabbat, ça doit être aussi l'occasion de faire jouir votre épouse. On m'a expliqué ça. J'ai assisté à une cérémonie de bar mitzvah, Cyril, et un Shabbat. Alors, c'est ça que j'aime dans la vie. C'est passionnant. Je raconte ma vie, excusez-moi, mais Avec plaisir. c'est une rabbine du mouvement libéral. Elle est homosexuelle aussi, mais elle est orthodoxe, elle me dit. Elle veut pas célébrer le mariage mixte. Et j'ai regardé, puis j'étais mort de rire. Je fais, mais c'est une femme! Vous êtes qui vous osez! Mais je trouvais ça super drôle. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime profondément, qui s'est converti adulte. Mon Dieu, il a dû faire des études, un master pour devenir juif. Il a dû apprendre l'hébreu. Il a dû faire 2 ans d'études. Oh mon Dieu, juste la cérémonie, elle a duré 4h30. Et je me disais, mon Dieu, le sermon à la mosquée le vendredi, ça dure 30 minutes, à tout casser, une prière avant, une prière après, puis en une phrase, vous devenez musulman. C'est quoi cette religion? Ah, le judaïsme, c'est terrible. Vous voyez? Ouais, c'est vrai. Voilà, ça, c'est des trucs. Mais il m'a expliqué, mon cher Jérémy m'a expliqué que voilà, les hommes sont censés faire jouir leurs femmes pour Shabbat. Il y a ce principe, en tout cas, de plaisir, de jouissance, qui existe aussi chez les Arabes, qu'il n'y a pas chez les cathos. Voilà. Mais le bonheur. Le bonheur. Et puis pas comme la FI l'a transformé à simplement de la jouissance de merde, voilà. Mais s'autoriser ça. Et c'est ce que disait le sociologue Sayed, spécialiste de l'immigration. Il disait que l'école, à une époque, jusqu'aux années 2000, c'est ce dont je suis le produit, fonctionnait comme une seconde naturalisation. Elle permettait aux parents immigrés et à leurs enfants ce qu'ils ne peuvent pas s'autoriser eux-mêmes, c'est-à-dire s'enraciner. Ouais. Parce que on vous fait ce chantage-là, mais vous autorisez à vous dire, je suis d'ici, je suis chez moi. Voilà. Ça, c'est ce qui n'existe plus. C'est ce qui n'existe plus à cause des avions low cost, à cause de l'augmentation de nos niveaux de vie, où on est toujours en lien avec le bled, avec le chantage, parce que pour le bled, on va être très honnête, nos familles nous aiment, oui, nous aiment, mais on est aussi de sacrés porteurs de devises, on va être très honnête. Hein. Puis on est des vaches à lait,
pour les gouvernements, hein. Combien de Français d'origine algérienne ont pris la nationalité algérienne quand l'État algérien a fait péter le prix des visas? Parce que tant qu'il y avait la loi qui obligeait à faire le service militaire en Algérie de 3 ans, c'est marrant, personne ne prenait la nationalité algérienne, hein. Mais le visa et la fin de cette loi, bah, ils sont devenus tous d'un coup patriotes. Voilà. Mais pourquoi pas la double allégeance? Après tout, il faut que je sois moi-même logique. Moi, je suis contre. Mais après tout, il est franco-israélien, pourquoi pas? Mais pas quand en plus vous avez le nationalisme revanchard, guerrier du côté de l'Algérie, qui vous fait dire qu'en fait vous êtes là pour profiter de la France à titre de réparation mémorielle. Ouais. La binationalité, ben, normalement c'est une addition, ça fait 2 fois plus d'amour. Moi, mes élèves qui dessinaient des drapeaux algériens, je leur faisais dessiner un drapeau français de la même taille. Vous aimez les deux ou vous retournez au pays, il faut être cohérent. Vous aimez les deux, d'accord? C'est ça, c'est censé être ça, la binationalité. C'est pas censé être un prétexte pour être revanchard d'un passé qui ne nous appartient pas. Qui nous appartient pas. Ça appartient à rigueur à mes parents. Mais moi, j'ai pas souffert de la guerre d'Algérie. J'en ai rien à foutre, en fait. Là, ça nous fait une belle transition, justement, vers le dernier livre dont on va parler, qui est sorti en 2023, tous les 3 aux éditions du CERF, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Les Nostalgériades. Donc, dans les Nostalgériades, en fait, eh ben, vous racontez vraiment, vous racontez votre enfance, en fait. Vous racontez un petit peu, vous livrez un petit peu. C'est venu sur le tard. Et c'est intéressant parce que, eh bien, comment dire, savoir d'où vous tirez les réflexions que vous tirez, tout ce dont on a parlé là maintenant, savoir d'où ça vient, et vous nous l'avez dit tout au long finalement de cette interview, voir que ça vient de votre vécu, eh bien c'est quand même intéressant. Mais du coup, pourquoi c'est venu si tard en fait? Pourquoi vous avez mis du temps à vous livrer un petit peu? J'ai été contactée. Déjà, j'écris plus parce que je pourrais jamais rien dire de plus. Il y a quand même une pudeur dans ma famille. Il y a des trucs que je peux pas dire. Voilà. Et puis j'ai des anecdotes aussi professionnelles en tant qu'enseignante. Et moi, j'avais été contactée par des sociologues. Et puis il y en a un avec qui je suis camarade et que j'aime bien embêter, qui s'appelle Stéphane Beau. Et on voulait me coincer dans le rôle du témoin. Témoin, victime, il n'y a qu'un pas entre les deux. C'est-à-dire, à moi l'anecdote, à eux l'analyse de mon anecdote et de me ranger dans des cases et puis de nanana. Ben, casse-toi, en fait, je suis capable d'analyser aussi. Voilà, aussi mon arrogance intellectuelle. Donc, j'avais aussi besoin d'avoir cette reconnaissance intellectuelle-là. Comme tous les gens qui ont été en insécurité, je fonctionne aussi beaucoup à la reconnaissance. C'est une grande vulnérabilité. Et j'ai très mal vécu de ne pas obtenir le prix du livre politique de l'Assemblée nationale. J'ai été finaliste. Frédéric Mitterrand était président du jury, il est venu s'excuser auprès de moi. Parce qu'il y avait 2 journalistes gauchos dans le jury qui ont retourné le système parce qu'ils ne voulaient pas que Fatia Boudjala, ennemi de Rokhaya Diallo, obtienne ce prix. Donc ils ont donné tous les prix, 3 je crois, au bouquin de Debré, de la fille de Debré, qui parlait aussi de son vécu d'homosexuel, machin. J'aurais dû gagner ce prix et j'aurais trouvé ça légitime. Il y a aussi un type qui m'a contacté à Toulouse, il a déposé ma candidature à la Légion d'honneur. Et ça m'a fait un plaisir fou de me dire, tiens, quand on n'est pas pistonné, quand on n'est pas élu, quand on n'est pas riche, ben pour une fois, on n'a pas besoin d'être dans l'héroïsme, de sauver des gens d'un islamiste muni d'un couteau pour avoir cette reconnaissance-là de la nation. Parce que, voilà, j'aime la France, je vous disais, comme certains aiment leur famille ou pratiquent leur religion. Alors, bien sûr, avec Macron, c'est pas passé. Mais voilà, je voulais cette reconnaissance intellectuelle-là que certains ne voulaient pas m'accorder en me disant, voilà, moi, c'est le témoignage d'enfants d'immigrés, de nanana, nanana. Ben ouais, moi, j'ai lu. Voilà. Comme vous, sans doute moins que vous. J'ai jamais réussi à lire Spinoza, par exemple. Donc, j'ai commencé par faire des choses sur des choses que j'observais. Un objet. J'ai pas parlé de mon nombril, en fait. C'est important d'avoir un objet intellectuel extérieur. Vous réfléchissez. C'est ça la réflexion. Je le disais à mes élèves. Une opinion, ça se forge. Alors, ils savent pas ce que c'est qu'un forgeron. Je leur ai montré les images. Et je leur ai dit, voilà, vous mettez dans l'eau, ça fait des étincelles, vous retapez dessus au marteau, vous revenez là-dessus, ça évolue. Et vous devez défendre. L'opinion, c'est pas votre identité. Ça veut dire que si je conteste votre opinion, je ne vous attaque pas personnellement. Donc, vous n'avez pas besoin de me tuer. Vous n'avez pas besoin d'accepter la discordance. Et c'est ça ce que vous disiez tout à l'heure sur la diversité idéologique, dédramatiser la discordance. Et ça, c'était mon objectif prioritaire quand j'étais prof, et j'aurais dû rester prof.
Et puis voilà, donc le grand détournement, parce que moi j'aime bien les mots, puis je voyais bien que c'était étrange tous ces termes qui étaient détournés. Le voilement, au début, ça devait être simplement un espèce d'argumentaire. Puis en fait, en déroulant, j'ai essayé de réfléchir, puis ça m'a lié à l'analyse du multiculturalisme. Et ça, c'est un sujet absolument passionnant qui vraiment met en tension quelle est la relation entre l'État, l'individu et le groupe. Parce qu'en fait, c'est ça, fondamentalement, la différence entre la gauche et la droite. C'est pas ils sont gentils, ils sont méchants, ils sont riches, ils sont pauvres, ils sont pour les riches, ils sont pour les pauvres. C'est en fait quelle est la place de l'individu, de la personne, et le champ d'intervention, la sphère d'intervention de l'État. En fait, c'est ça. Donc, et puis le troisième, voilà, je me suis dit, tiens, je pourrais parler un peu plus, mais pas encore pour être mon nombril en disant, ouin, ouin, pleurez pour moi, même si je suis prête à adresser mon rib à tous les gauchos bobos pour qu'ils m'indemnisent de la guerre d'Algérie, de mon enfance, de tout ce qu'ils veulent, ils me versent du fric, hein, plutôt que leurs larmes de crocodile, avec leurs yeux tout pénitents, là, qui pleurent de l'eau bénite, comme écrivait Mathurin Régnier. Et puis, voilà, mais il y a des anecdotes professionnelles. Je veux dire, c'est ça, moi, c'est ma biographie TikTok. Je ne suis pas ce que je n'ai pas choisi d'être, c'est-à-dire une femme. Enfin, mes actes, mes choix, mes arbitrages, ma réflexion ne sont pas prisonnières de ce que je n'ai pas choisi d'être, c'est-à-dire femme, enfant d'immigrés, dans une famille nombreuse, avec ce vécu-là. Ce sont des arbitrages. Ouais, par rapport à mon vécu, j'aurais pu faire d'autres choix. Mais j'ai eu la chance d'être politisée très tôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai très tôt aimé ce pays, de tout mon cœur, de toute mon âme. Les rencontres, j'ai eu notamment trois enseignants extraordinaires, Madame Sony en primaire, Madame Carré euh, et Madame Vigneron, prof de maths au lycée, dont le mari était huissier de justice, et qui nous envoyait des lettres de saisie, ce qui était drôle, vu comme elle était adorable. Euh, des profs, ouais, qui m'ont secoué, qui m'ont pas laissé tomber, qui ont été exigeants, puis qui m'ont aidé, qui sont allés au-delà de ce qu'ils étaient obligés de faire. Les rencontres. Si les rencontres, en fait, ne... Mais si vous rencontrez que des gens qui sont d'accord avec vous, et si vous rencontrez que des gens qui sont comme vous, on critique l'algorithme de Twitter, mais les gens, est-ce qu'ils fonctionnent pas comme ça, en fait? Est-ce qu'ils ne fonctionnent pas en traînant avec des gens qui sont exactement comme eux? Donc, ils critiquent ça chez Twitter, avec l'effet tunnel, avec l'effet hystérisant, avec l'effet, mais en fait, c'est le choix qu'ils font socialement, politiquement. Ils n'acceptent pas de débattre, c'est de la violence. Ben, c'est normal, si mon opinion est en fait le prolongement de mon identité, vous critiquez mon opinion, vous contre-argumentez, vous débattez, ben en fait, vous m'attaquez moi personnellement. C'est Ouais. ça, cette perte de rigueur intellectuelle qui est en train de nous flinguer aussi. Et tu parles, en fait, en filigrane, on l'entend dans ta, je pense, dans ta dernière, dans ce que tu viens de dire, pardon, c'est que tu parles d'assimilation, en fait. Tu parles d'aimer ce pays, tu parles d'une assimilation, mais une assimilation pas forcée, une assimilation naturelle, une assimilation que tu as voulu parce que tu aimes ce pays. Et on dirait qu'aujourd'hui, parler d'assimilation, c'est moche, c'est mauvais, c'est, peut-être toi-même n'utilises-tu pas le mot. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ce mot assimilation et de ce qu'il véhicule pour toi? Ouais, c'est le grand débat assimilation-intégration. Intégration, ce serait un Ouais. terme de gauche acceptable, et puis assimilation, ce serait une reddition. Hmm. Ce serait tourner le dos à tout ce qu'on est. Bah, écoute, il y a quand même un type qui m'a dit que je faisais de la taquilla en faveur des islamistes, ce qui est à mourir de rire quand on me connaît. Parce que si j'avais vraiment aimé la France, j'aurais changé de prénom. Ouais. Mais c'est comme mon rapport à la laïcité. La laïcité, c'est pas raser les églises, c'est pas Ouais. supprimer les jours fériés, c'est accepter l'héritage et accepter que ce ne soit qu'un héritage, Ouais. qui a une dimension patrimoniale, Hmm. mais qui n'a plus l'effectivité ou la puissance d'agir au niveau législatif, ce que vous voulez. Mais la laïcité, c'est pas une amnésie collective. Ouais. C'est pas les talibans qui détruisent les statues de Bouddha. Hmm. Alors moi, bien sûr, j'ai une passion pour les paysages ruraux avec des églises, hein. Mais c'est parce que j'associe la mosquée à la ségrégation sexuelle homme-femme et à plein de choses, et puis j'aime pas. Voilà. La France est un pays chrétien. Ça veut pas dire que je suis chrétienne. Ça veut pas dire que c'est le christianisme qui crée les lois, mais c'est l'héritage. Et les héritages, ben, on les accepte, puis on en fait ce qu'on veut. Voilà, dimension patrimoniale. On reçoit, voilà, c'est pas gênant. Par rapport à ce que tu dis,
assimilation. Euh, Encore une fois, moi, je défends les arbitrages. Il doit y avoir des mélanges. Tu vois, par exemple, à Toulouse, j'avais dans ma classe deux Marocains d'origine espagnole, parce qu'en fait, c'est plus facile pour les Marocains de venir en Espagne. Et quand ils font des gosses en Espagne, leurs gosses ont un titre européen et donc ils viennent en France parce qu'ils benchmarkent. Il y a que les bobos blancs pour penser que les immigrés sont des gogos, des abrutis qui se laissent balloter par le vent, qui font pas de choix. Et voilà. Non, ils benchmarkent en fait. Ils sont intelligents, hein, ils arbitrent. Euh, une maison bled, c'est moins cher qu'un appart en France. Et en plus, c'est des businessmen la plupart du temps. Ma mère, elle te redresserait les finances de la France, mais façon Margaret Thatcher. Hein. Il n'y a aucun problème. Et donc, il y avait la Coupe du Monde. Donc, bien sûr, je les ai charriés quand le Maroc s'est fait éliminer. La seule fois où je défends l'Algérie, c'est quand il s'agit d'emmerder les Marocains. Et alors, ils me disent, bah, c'est pas grave, on soutient l'Espagne. On est né en Espagne. OK, l'Espagne s'est fait éliminer. Vous soutenez qui? Bah, on soutient la France. Donc, ils étaient toujours gagnant-gagnant. Pas de souci. Mais est venue la crise de la Catalogne. Or, un de ces petits Marocains était né à Barcelone et l'autre était né à Madrid. Et ils se sont embrouillés en classe parce que l'un soutenait l'indépendance de la Catalogne et l'autre était contre parce qu'il était madrilène. Et je me suis dit, mais c'est ça la richesse du millefeuille que doit être la vie, avec toutes sortes d'allégeances. Oui, ils étaient musulmans. Oui, ils étaient marocains. Mais comme les poupées russes, ils se sont embrouillés parce que un était catalan et l'autre était castillan. Et je me suis dit, c'est extraordinaire et c'est ça qui est censé être la vie. Donc l'assimilation, il y a un côté reddition. C'est-à-dire, je veux faire des arbitrages. Jamais je mangerai de porc. Ouais, jamais je mangerai de porc. Mon nom, c'est mon héritage. Je le garde. Voilà. C'est la première sourate du Coran, je le garde. C'est le choix de ma mère, je le garde. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais vous ne pouvez pas être heureux si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas ce lien. Je ne parle pas de racines. Les racines, encore une fois, c'est l'héritage. Donc, si vous les avez pas, ce serait terrible, ça conditionne votre vie. Je parle d'enracinement, de décision d'être ici. Et si vous considérez ce territoire comme le vôtre, ce que vous êtes censé faire si vous y êtes né, ce que vous êtes censé faire si vous avez franchi plusieurs frontières pour y squatter, pour y aller, vous ne pouvez pas réduire l'identité française et la carte d'identité à une carte vitale. Vous ne pouvez pas réduire un pays à un espace de multiservices, un cybercafé où vous avez simplement des prestations. Vous ne pouvez pas, et c'est ce qui m'a valu d'être traité de raciste par certains collègues et qui a déclenché un harcèlement dont je me suis toujours pas remise et qui fait que j'ai dû quitter Toulouse et que j'ai dû changer de boulot. Commandité par la France Insoumise, le harcèlement. Une fois, il y a un élève qui m'avait fait ça à Toulouse par rapport à Charlie. Il a refusé. Je lui ai fait, vous refusez de vous associer à un deuil national, à une commémoration, pas de souci, vous vous excluez de vous-même de la communauté nationale, vous prenez votre table, vous la mettez contre le mur, vous n'existez plus pour moi. Ah, c'est pas gentil. Ah ouais, j'ai clivé. Ah ben, il l'a fait bessif. J'aime bien ce mot arabe, bessif, siffle un couteau de force. Quelques années après, je lui en ai reparlé. Il a reconnu que c'était complètement idiot. Il l'a fait de mauvaise grâce. Mais j'ai vu que moi, étant clivante, moi, obtenant ça, ça avait soulagé d'autres élèves. Ça les avait soulagés même de se dire qu'en fait, je leur laissais pas le choix. C'est ça l'intérêt de la loi. Quand on dit que ça les autorise qu'ils peuvent pas s'autoriser eux-mêmes, ça les soulage de se dire que c'est pas à eux de, 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 de trahir. On les libère de ce choix-là. Et eux, ça les conforte en se disant, bon, en fait, j'ai pas le choix, mais en fait, ça leur fait plaisir. Parce qu'il n'y a aucun gamin qui cautionne la tuerie de journaliste. Il n'y a aucun gamin qui cautionne l'assassinat d'un prof ou d'un AED. Ils peuvent être plastronnés dans la réalisation. Ils peuvent surtout reporter à l'école ce qu'ils entendent dans leur famille. Dans leur famille. Mais il n'y a pas de gamin zinzin, en fait. C'est extrêmement rare. Dans ma carrière de 20 ans, j'en ai rencontré 3, dont un qui, effectivement, s'avérait un tueur. Donc, eux, non. Mais des fois, il faut cliver. Il faut leur tordre le bras parce qu'ils sont dans des injonctions contradictoires. Si on leur tient toujours le discours du conflit de loyauté et de l'alternative, moi, comme Monterland, je préfère l'alternance à l'alternative. De l'école, c'est les ennemis, l'école, c'est la France, les profs, c'est les blancs, les machins.
Voilà, c'est soit l'Algérie, soit la France, soit ça, soit ça. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent, en fait? On développe une schizophrénie chez nos élèves. Rajoutez avec ça l'obsession religieuse. Mais en fait, vous créez une armée de monstres qui n'est pas capable de relativiser, de prendre la distance et de respecter la vie humaine. Parce que là aussi, il faut cliver. Rien ne justifie qu'on tue. Même si Dieu, vous voyez, moi, c'est ce que je reproche à Abraham. Abraham qui me dit, bah, tu vas égorger ton gosse. Bah, je dis, ben non, Dieu. Parce que, en fait, c'est quoi le grand cadeau que nous a fait Dieu? C'est le libre arbitre. C'est pour ça que je ne dis pas que les catastrophes sont liées à Dieu. Euh, S'il nous laisse le libre arbitre, je préfère ça plutôt qu'il nous fasse comme Job, il nous fasse notre fête pour nous tester. Mais Dieu est pas très cool hein, dans l'Ancien Testament. Il est vraiment, vraiment pas cool. Euh, J'aurais dit non. Je vais m'égorger moi-même, puisque tu as besoin d'un sacrifice, pas de souci. Je ne sacrifierai pas mon enfant. Ah, c'est pas ma propriété, c'est pas ta. Ça aussi, c'est une apostasie profonde, là, ce que je suis en train de dire. Mais la vie humaine, la dignité et la vie humaine, on ne tue pas, que ce soit pour Dieu, pour un système politique ou même pour sa propre famille. On ne tue pas, on respecte la vie humaine. Ben là encore, faut cliver. Donc non, je défends pas l'assimilation. Ça se faisait naturellement, l'intégration. C'est-à-dire, on était français, fallait voir Marseille. Jamais j'ai eu des problèmes de haine de la France avant. Maintenant, sans doute oui, avec la France insoumise et puis euh, les islamos qui ont été à l'œuvre et puis les profs gauchos. Mais jamais, parce qu'ils étaient Marseillais avant tout. Pour eux, c'était une identité en elle-même. Et ils la chantaient, la Marseillaise, vu que ça portait le nom de leur ville. Ils étaient Marseillais. Depuis 2 jours, depuis 25 ans, depuis 10 000 générations. Voilà. C'est ce que doit faire une identité positive. Et je préfère une identité liée à une ville qu'une identité reçue qui dirait, tiens, moi je suis marocain, et puis c'est mon unique horizon. Marocain, musulman, c'est mon unique horizon. J'ai un miroir. Non, dans la vie, il faut avoir des porte-vues. Il faut pas avoir de miroir, en fait. Parce que ça, c'est pas un choix. Mm. Si c'est pas un choix, je dois pas en tirer une fierté particulière. On dit aux Français, ah, l'extrême droite, ah là là, le patriotisme, vous êtes dans la fierté, nationalisme. Ouais, par contre, il faut être fier d'être arabe. Puis il faut être fier d'être algérien. Puis il faut être fier d'être musulman. Ah, il est fier d'être français ou d'être chrétien ou d'être européen. Mais encore une fois, la cohérence. La Ouais. cohérence. Donc, techniquement, je suis pas fier d'être français, j'ai pas choisi de l'être. Mais je le suis au nom du droit du sang. Parce que ma mère est née en Algérie avant 62. Je ne le suis pas au nom du droit du sol. Ça encore, c'est une coquetterie administrative dont seule la France a le secret. Mais je suis fière d'être une citoyenne. Je suis fière de mes valeurs. Je suis fière d'aimer mon pays, mais au sens de Mark Twain. Le patriotisme, il écrivait, c'est soutenir son pays en toutes circonstances et son gouvernement seulement quand il a raison. Mm. Voilà. Ouais. Voilà, je suis fière de ces choses-là, d'être quelqu'un de bien. J'ai toujours essayé d'être quelqu'un de bien, avec tous mes défauts et mon sale caractère, d'être quelqu'un de bien quand même. Voilà, ça, je peux en être légitimement fier. Et j'aime mon pays, c'est pas un crime. Voilà. Et j'aime mon histoire familiale parce que on est une famille particulière quand même. Hein. J'ai un frère témoin de Jéhovah gradé, j'ai des frères qui ont toutes les nuances de l'islam, Ouais. pratiquants, super zinzin, machin, toutes les catégories. Mais on s'ennuie pas à la maison. Et ma mère, qui a pu défendre Macron, a voté Mélenchon 1 an après, mais elle trouvait quand même des qualités à Zemmour. Voilà, ça donne des trucs de dingo en termes de débat dans ma famille, mais on s'ennuie pas. Et il y a la liberté d'expression. Voilà l'héritage de la France. Alors, dernière question avant de se quitter. Tu es professeur, tu es enseignante, tu as été enseignante et tu dis souvent que l'école t'a beaucoup aidé, peut-être t'a sauvé. Aujourd'hui, est-ce que l'école, elle est encore capable de sauver qui que ce soit? Et si jamais c'était pas le cas, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour sauver les gens et pour faire en sorte qu'on ait une société moins clivante, moins clivée, une société plus apaisée, avec des gens qui vivent leur identité d'une manière plus apaisée et qu'on se dirige vers la rationalité quand même et qu'on apprenne aux gens à penser, à s'émanciper, à écrire, lire, calculer et qu'on soit pas dans les idéologies qu'on voit maintenant à l'école. Hein. Enfin, j'ai 6 enfants, on se le disait hors entretien, voilà, en off. J'ai 6 enfants, je vois des choses à l'école qui font quand même peur, l'écologisme, le féminisme dévoyé. Enfin, il y a beaucoup d'idéologies à l'école. J'ai l'impression qu'on leur dit beaucoup quoi penser et on leur explique plus beaucoup comment penser.
Bah, en fait, tu as tout dit. Euh, Apprendre aux gens à penser la rationalité. La rationalité. Bah, c'est fatigant, hein. Ça demande plus d'efforts, hein, pour préparer les cours. Ça demande plus de rigueur vis-à-vis des élèves. Ça demande plus d'autorité aussi. Alors que si vous êtes dans les projets démagogiques, je supportais pas ça à Marseille. Tous les projets culturels proposés portaient sur l'immigration. Comme si c'était que ça, en fait. C'était insupportable. Tu as parlé d'identité. Identité avec un S. Déjà leur dire qu'il y a plusieurs identités et qu'elles sont le fruit d'arbitrage autant que d'héritage. Déjà là, tu leur fais. Mais la rationalité, comment penser? Moi, ma grande spécialité, c'était de faire des débats. Mais des débats à l'américaine, des clubs de débat avec ma classe, c'est-à-dire, ils vont faire les forcer à penser à des arguments pour ou contre, mais ils ne savent pas à la fin quels arguments ils vont défendre, quelle position ils vont défendre. Pour leur montrer qu'en fait, la réflexion, c'est un objet extérieur à soi et que c'est aussi un jeu intellectuel qui peut être extrêmement plaisant. Ouais. Et puis, on faisait des films, hein. C'est comme ça que je les aurais fait débattre avec Rhys de Charlie Hebdo, qui est venu voir mon collège. Et puis, il y a eu des documentaires, voilà. Et là, vous voyez l'intelligence précieuse des élèves, quand même. Ils ont une intelligence extraordinaire. Je repense à cet élève avec qui on avait toujours des débats, hein. C'était un gros musulman, intelligent, et on cherchait toujours sur le voile, tout ça, voilà. Mais moi, je suis fonctionnaire de l'État. J'ai toujours eu, en tant qu'enfant d'immigré, le plus grand respect. Je suis pas une prof, fils de prof, en fait. Donc, j'ai une rigueur. J'ai une rigueur intellectuelle et professionnelle. J'ai une éthique et j'ai une déontologie que certains n'ont plus. Donc, j'ai jamais essayé de manipuler les élèves. Mon but, ça n'a jamais été de leur dire, soyez de mon côté. Mon but a toujours été de leur dire, OK, vous défendez votre position, mais pas avec votre gueule, pas avec votre identité. Donnez-moi des arguments. Ouais. Et je fais, ouais, vos arguments sont respectables. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais vos arguments sont complètement respectables. Voilà, cet effort intellectuel-là. Et il avait posé comme question à Rhys, et Rhys s'était pas vexé, hein, il y avait vachement réfléchi. Hein. Il avait dit, mais est-ce qu'en fait, ça sert pas vos intérêts d'être devenus des martyrs de la France et de la laïcité? Puis voilà, parce que le culte de l'héroïsme, pourquoi pas, hein, après tout, c'est propre aussi à la société musulmane. Hein. Et Rhys, il leur avait dit, mais nous, on voulait juste vivre, hein, en fait. Hein. On cherchait pas à être des héros, on cherchait pas à être des martyrs, on cherchait pas à être des exemples. On voulait rire, rigoler, tout ça. Cette dimension profondément humaine, ça a beaucoup touché mes élèves. Ça a beaucoup touché. Donc la rationalité. Quand vous avez de vrais ennemis de la République comme Najat Vallaud-Belkacem, sous son règne, il y a eu le livret sur la laïcité qui nous a dit qu'il ne fallait pas mettre en concurrence la science et la foi. Elle est où la rationalité? Elle est où la rationalité? Donc, je vais dire aux élèves que ouais, c'est possible que ce soit en fait le soleil qui tourne autour de la Terre, en fait, parce qu'un livre religieux l'affirme. Je vais dire aux élèves qu'en fait, toutes les opinions se valent. Non, toutes les opinions ne se valent pas. Il faut oser cliver. L'excision, ce qui permet les violences sur enfants, l'homophobie. Non, toutes les opinions ne se valent pas. Il y a celles interdites par la loi. En fait, aucune opinion n'est interdite par la loi. On n'est pas dans une société totalitaire. L'expression, c'est la liberté d'expression qui est limitée. C'est ça la République. La République, c'est pas la licence, c'est la loi qui permet de faire des citoyens. Mais toutes les opinions ne se valent pas. Toutes les opinions ne se valent pas. Donc, osez cliver. Mais ça nécessite d'avoir déjà des convictions très fortes. Mais quand vous êtes des bobos insupportables, que vous êtes dans la démagogie, comme le syndicat Sud, et je vois mes collègues, ça fait moins de copies à corriger, ça fait moins de travail à préparer, très sincèrement. Et en même temps, vos gosses, vous leur offrez la culture. Comme ce type-là, les linguistes, et puis tous les linguistes atterrés, tout le groupe qui vous disent, bah, c'est très bien qu'ils disent wesh wesh. Combien tu paries, Cyril, que leurs gosses disent pas wesh wesh? Combien tu paries qu'ils font lire Racine à leurs gosses et pas simplement Abdelmalek ou Booba? Mais ils se foutent de la gueule de qui? Ah. C'est pour ça que, juste un truc idiot, la Cour des comptes a obtenu que les instituts soient plus logés dans leurs écoles. C'était un privilège indu, on va faire des économies. Mais quand les instituts étaient logés dans leur école primaire, ils y mettaient leurs gosses. Si ils y mettaient leurs gosses, ben, je peux te dire qu'ils veillaient à ce que ça tourne bien, qu'ils veillaient à ce que les gens apprennent à lire et à écrire, et pas simplement être dans l'identité. Donc là, tu as ça, tu as ce côté idéologique de démagogie pure.
Puis ce côté prescripteur, hein, le magistère moral. Ces gens, ils sont même pas dans l'expertise disciplinaire, hein, c'est pas des agrégés universitaires, hein, mais aussi le magistère moral. T'as un tel pouvoir. Ça attire aussi des gens zinzins. Moi, je le vois là, en tant que principale adjointe. Euh, Il y a des gens zinzins qui sont dans l'emprise. Ils veulent être dans l'emprise avec les gamins. Mais tu as aussi la démagogie idéologique qui a ruiné la pédagogie. Et c'est pour ça que moi, ça sert à rien de changer de ministre d'Éducation nationale. Il n'y a eu aucune alternance idéologique au ministère de l'Éducation nationale depuis 30 ans. Le socle de compétences, c'est de savoir, de connaissances. Un truc qui est fait pour simplement livrer les diplômes. Le gamin, même s'il a une maîtrise insuffisante, il ne sait pas lire en troisième, on lui met quand même des points. Il a été fait sous François Fillon, le mec de droite. Hein. Puis après, ça a été développé par tous les ministres de gauche. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a pas, comme à l'américaine, et c'est dommage, un système, ils appellent ça le split system. Le ministre, il dégage, mais tous ses hauts fonctionnaires en même temps. Tous ses conseillers en même temps. Ça n'a pas marché, ce qu'ils font. Moi, mon institut qui me tirait l'oreille, qui a une blouse grise, Monsieur Fainet, bon, j'ai découvert plus tard que c'était un mec du Parti des Travailleurs. C'était donc bien à gauche. Hein. On s'est accroché sur plein de trucs. C'était drôle là, quand je l'ai rencontré adulte. Ben, la rigueur, apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est exactement ce que tu dis. On se contente déjà de ça. On rappelle que l'école fait pas ça. Mais idéologiquement, on veut que l'école soigne les pathologies. Et en même temps, on est dans la logique austéritaire. Et le plus grand exemple, la plus grande arnaque, la chose la plus terrible qui se passe, c'est l'inclusion. Ouh là là, faut inclure les gamins handicapés, porteurs d'handicap ou à besoins éducatifs particuliers. Donc, tu prends une école, une classe de primaire. Tu mets dedans 2 autistes avec une AESH. Tu fous en l'air, il n'y a pas 10 minutes de cours par jour. Tu mets des gamins violents. Il y a des parents qui ont manifesté dans des écoles à Toulouse et ailleurs en France parce qu'en fait, leurs gosses n'apprennent plus, sont terrifiés à l'idée d'aller à l'école parce que l'institut ne fait que de s'occuper de ce gamin qu'il faut absolument maintenir à l'école. Comme si, en fait, l'école publique n'avait pas aussi des devoirs vis-à-vis des gamins normaux, des gamins brillants, des classes moyennes aussi. Alors, tant mieux, ça favorise le privé et on garde plus que les populations captives. Donc, on a moins besoin de fonctionnaires, on a moins besoin de profs. Puis avec l'inclusion, t'as plus besoin d'ITEP, l'institut thérapeutique. T'as pas besoin d'EREA. T'as pas besoin de cette structure coûteuse où il y a un médecin, un éducateur, un professeur, des soignants, des psychologues. Ah, tu les fous en milieu ordinaire et puis tu fais croire qu'en fait un prof peut pratiquer le mythe, le plus grand mythe, mieux que le Yeti, la pédagogie différenciée. 20 ans d'expérience, je sais pas comment on fait, moi, la pédagogie différenciée. J'ai fait un mémoire sur les évaluations différenciées. Ça, je peux, ce moment-là. Ouais. Comment tu fais quand tu as des gamins qui sont d'étrangers qui parlent pas français? Là, en classe, dans les milieux, là, au collège REP, c'est 5 élèves porteurs de handicap. Donc, ça peut être des handicaps cognitifs. Ça peut être aussi des gamins qui, ici, on a 10% d'élèves qui sont en famille d'accueil, Cyril. Sans parler de ceux qui sont placés à domicile parce qu'il n'y a pas assez de familles d'accueil. Moi, je suis dans un environnement de malheur. De malheur. C'est pas étonnant qu'Édouard Louis ait pu faire ce qu'il a fait à 30 minutes d'ici. Ah, c'est ça la misère. Et comme les gamins ne sont pas protégés, ouais, ils sont fracassés. Parce qu'avec l'idéologie aussi familialiste, j'ai un gamin, il a été placé à l'âge de 1 mois. Ça fait donc 14 ans qu'il est dans la même famille d'accueil. Il n'a pas créé des liens avec eux. Mais on maintient artificiellement des liens avec ses 2 parents toxiques qui n'ont rien à foutre de sa gueule, qu'il voit 1 fois par mois. Ah, mais il faut pas rompre. Il n'aurait pas été plus heureux en famille d'accueil, adopté. Donc, il est fracassé. Puis on va le laisser là. Moi, j'ai tout fait pour le protéger, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, et puis, donc, t'as tous ces gens-là. Ils veulent même supprimer les SECPA parce que tu comprends, l'inclusion, c'est mieux, ils vont progresser. Donc, même les élèves porteurs de trisomie, on doit les emmener. Mais en fait, comment tu t'occupes de tout ça dans une même classe et comment tu les fais avancer? Ne me fais pas... Alors, ils ont inventé des trucs super, la coopération et le tutorat. Ça, c'est insupportable. C'est comme sur le harcèlement. La mode, c'était la préoccupation partagée, puis tu laisses les enfants gérer ça. Tu sous-traites.
on est des adultes dignes de confiance et de respect, d'oser faire ça. On est des professionnels avec de l'éthique et de la déontologie, d'oser faire ça. Puis le tutorat, donc le bon élève, il va devoir s'occuper du gamin qui ne sait pas parler français ou qui, c'est le cas, en quatrième ne sait ni lire ni écrire. Et donc, en fait, quoi? Ah, mes compétences psychosociales, on lui apprend à être généreux. Ben, bordel, il doit lui aussi apprendre des maths, du français, de l'anglais, de progresser. C'est ça, l'école. Donc, Ouais. avec le chantage à l'inclusion, cette arnaque de l'inclusion, l'État a simplement fait des économies. Ouais. Voilà. Mais on peut pas tenir ce discours-là. Ben, je suis désolée, en fait. Euh, euh, on peut pas faire progresser tout le monde dans des classes à 25 avec des parcours aussi différents. Le mec autiste, le mec qui ne sait pas un mot de français, le mec qui a un niveau CP alors qu'il est en quatrième, ça c'est la réalité, ça n'existe pas. Ouais. Donc bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu travailles sur les compétences psychosociales, tu leur apprends à être des bons gamins, puis tu leur fais faire des spectacles, et puis ils vont dessiner des drapeaux. Ah, parce que ça, les profs des trucs allophones, ils font dessiner les drapeaux, puis ils travaillent sur les recettes de cuisine de pays étrangers, d'où ils viennent. Super, génial. Mais en fait, apprends-leur la France, en fait. Puis apprends-leur le français, surtout. Voilà. Mais, donc, tu vois, là, tu as l'idéologie des inspecteurs, puis Bourdieu, et puis surtout, non, c'est même pas Bourdieu, parce qu'il n'a pas dit de conneries, Mérieux. Euh, là, le bac, ce stupide bac avec le contrôle continu, tout est fait pour tordre le bras et donner des diplômes clés en main, parce que c'est moins cher, moins coûteux en effort que d'être exigeant et de faire travailler les élèves pour qu'ils arrivent à avoir de vrais diplômes par eux-mêmes. Et Ouais. c'est pour ça que si tu vas en Suisse, le bac n'est pas suffisant pour aller dans les facs suisses, parce qu'ils savent que le bac français ne vaut rien. Il faut avoir au moins une mention. Ouais. Ah, donc ouais, socle de compétences, tu donnes des points, tu arroses des points, puis tu fais croire. En fait, l'éducation nationale, j'avais écrit ça dans le Figaro, est devenue une gigantesque pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que les parents savent que ce diplôme ne vaut rien, mais ils veulent quand même que leur gosse ait le bac. Hmm. Et donc, ça maintient l'illusion un an de plus pour que les parents des gamins qui arrivent vers le bac, eux aussi, c'est vraiment un système, une pyramide de Ponzi. Parce que ça coûte moins cher, parce que tu as tous ces réformes idiotes. Avant, il y avait les écoles normales. Tu prenais les gens à 18 ans, tu les formais. C'était les meilleurs instituteurs de l'univers. Là, tu as des gens, ils font 10 000 fautes d'orthographe par phrase. Ah, mais la bivalence. Là, tu es recruté par simple entretien. Tu imagines comme c'est terrible pour moi de Ouais. voir qu'on engage des gens parfaitement incompétents, voire toxiques, qui n'ont même pas le niveau de troisième. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais parce que c'est quand même mieux, comme il n'y a aucun prof à mettre. Donc, garderie, et les profs, ils font des erreurs, ils sont nuls en maths, ils sont, voilà. Eh ben, c'est pas grave. Les parents qui le peuvent iront dans le privé. Et avant, dans le privé, il y avait que les gens riches. Maintenant, il y a les classes moyennes qui ont un peu de jugeote. Ben, tant mieux. On s'occupera que des populations les moins mobiles et plus difficiles. Ça fera moins de profs, ça fera moins de trucs. Puis on va les garder comme ça, ils brûlent pas trop de bagnoles. Voilà ce qui est devenu l'éducation nationale. D'accord. Bon, et bien, sur ce constat, Fatia Agag, Positif, optimiste merci. et tout, hein. J'espère que on va trouver des moyens de changer tout cela. En tout cas, comme premier moyen, je conseille à tous les gens, tous les téléspectateurs qui nous écoutent ou les auditeurs qui nous écouteront en podcast, eh bien d'aller vers vos trois livres, Le Grand Détournement. Je vais les montrer chacun. Le Grand Détournement, Combattre le voilement, qui honnêtement pour moi n'a pas d'équivalent. Il est vraiment très rigoureux et très complet ce livre. Merci. Et puis les Nostalgériades que j'ai beaucoup aimé aussi. Je vous mets tous les liens pour acheter ces livres en description. Fatia Agag Boudjala, pardon, il me reste à te remercier eh bien pour ta disponibilité, pour ton accessibilité. Merci à toi de m'avoir sollicité. C'est de loin l'entretien le plus agréable que j'ai eu. Et merci à toi de tout ce que tu fais, cette rigueur. Je crois que ceux qui te regardent, ils se rendent pas compte. Les livres derrière toi, c'est pas de la décoration. Tu lis et tu analyses. C'est admirable et j'ai une énorme estime pour toi et beaucoup de reconnaissance pour ce travail que tu as fait vis-à-vis de mes livres. Donc merci infiniment, Cyril. Merci beaucoup.